On parlait de la détection, de la prévention, du contrôle de ces animaux nuisibles-là. Pendant que le monde continue d'entrer, ben, je vais parler rapidement de qui je suis. Je suis Stéphane Blanchard, je suis directeur des opérations chez Amerispec, propriétaire aussi. Je suis chez Amerispec depuis 1999. Je suis thermographe de niveau 1. J'ai une formation spécialisée pour les immeubles commerciaux que j'ai pris chez Carson Dunlop. Puis je suis responsable de la formation pratique de tous nos inspecteurs depuis 2005. Donc, c'est un petit peu qui suis-je. On va commencer tout de suite avec l'objectif de la présentation. La présentation a pour but de vous informer sur les différents insectes ou animaux nuisibles qui sont susceptibles de se retrouver dans une maison. Nous allons définir chaque espèce, comment les reconnaître, la meilleure façon de s'en débarrasser et d'éviter de les inviter chez nous surtout. On va parler des fourmis, les punaises de lit, les coquerelles, les souris, les rats, les chauves-souris, les ratons laveurs. Puis on va commencer par dire qu'il existe 3 milliards d'espèces d'insectes. Cependant, moins d'1% sont des insectes nuisibles. Puis les types d'animaux et insectes nuisibles varient considérablement selon les régions. Ils comprennent les animaux tels que les oiseaux, les chauves-souris, les souris, les rats, les écureuils, les ratons laveurs, etc. Ainsi que les insectes tels que les punaises de lit, les fourmis, les coquerelles. Les animaux nuisibles peuvent pénétrer dans la maison grâce aux ouvertures normales du bâtiment, soit les tuyaux de cheminée, les prises d'air au toit, les sorties de la sécheuse, les salles de bain, ventilateurs de cuisine, les ouvertures dans les soffits, dans les bordures de toit, les trous dans les moustiquaires et les portes et fenêtres, au-dessus des mâts électriques, il y a toujours une ouverture, puis l'entrée de service public dans la fondation, c'est-à-dire autour de l'entrée d'eau, autour des égouts, il y a souvent un trou dans la fondation qui est souvent assez grand pour laisser passer les petits animaux ou les insectes. Donc ça, c'est comment ils peuvent entrer dans notre maison. La plupart des insectes et certains petits animaux peuvent accéder à la maison grâce à des trous d'un demi-pouce de diamètre seulement, 1,3 cm. Ça peut être une grande ouverture. Les insectes xylophages, fourmis et autres, sont uniques parce qu'ils n'ont pas besoin de trous pour pénétrer dans le bâtiment. Les termites et les liques pénètrent typiquement dans la maison par le bois exposé sur le périmètre inférieur de cette dernière. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de trou, par le bois, ils vont pouvoir se faire un chemin puis pénétrer dans la maison. Pour ce qui est de l'identification des fourmis, il y a environ 12 000 espèces de fourmis connues dans le monde, mais il existe probablement jusqu'à 15 000. Au Québec, plus d'une centaine d'espèces ont été répertoriées. Il s'agit d'insectes sociaux vivant en colonies. Il y a plusieurs espèces, naturellement. Les fourmis sont faciles à reconnaître. Elles sont noires, brunes, rouges et leur taille varie de 1 à 13 mm. Au niveau de l'identification, à l'intérieur d'une même colonie, des ouvrières prennent une apparence différente selon les fonctions qu'elles occupent. Ça va être une nourrice, des butineuses, des soldates, etc. On trouve des petites et des grandes ouvrières. Les plus grandes sont les soldates qui protègent la colonie. Puis la présence d'ouvrières de grande taille indique qu'une colonie est plus mature, qui vit au même endroit depuis longtemps. Il existe aussi différentes morphologies entre les espèces. Ça, de savoir ça, c'est des petits détails, mais ça peut aider dans les cas où on a des problèmes de fourmis là, au niveau des transactions. Des fois, on fait venir un, un spécialiste, un exterminateur, puis il va dire le nid, ça fait au moins 5 ans qu'il est là. Donc, on peut dire qu'il était là avant la transaction, mais par la morphologie des fourmis, par leur taille, ils sont capables de déterminer ça fait combien de temps qu'ils sont installés au même endroit. Donc, ça, des fois, on se demande comment le gars a pu dire que le nid, ça faisait déjà 3 ans qu'il était là. Ils ont des indices comme ça qui ne manquent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention? En plus de vouloir fuir les températures glaciales de l'hiver, les fourmis sont aussi attirées à l'intérieur par la nourriture et les sources d'eau. Sources d'eau, ça va revenir souvent pendant la présentation. La vaisselle sale, les miettes au sol, les résidus alimentaires sur le comptoir, les fruits, les légumes mûrs représentent un oasis pour ces minuscules intrus. Euh, Laver la vaisselle tout de suite après un repas, balayer les miettes tombées au sol et essuyer les renversements sont des gestes qui peuvent prévenir la présence de fourmis. La fourmi charpentière, c'est question d'en avoir un bon visuel. Le cadre de la fourmi charpentière est rouge et noirâtre avec un thorax aux teintes de rouge et de brun.
ou de brun. La taille peut aller jusqu'à 25 mm de long. Ils ne sont pas tous longs comme ça, mais les plus gros spécimens peuvent aller jusqu'à 25 mm de long, donc ça fait quand même de très grosses bestioles. Euh, le corps de la fourmi charpentière a 6 pattes et un pétiole à un segment qui joint son abdomen bulbeux à son thorax lisse et arrondi. Puis, toutes les fourmis charpentières sont dotées d'antennes en forme de coude et de larges mandibules s'ouvrant à l'horizontale comme des ciseaux. C'est ce qui leur permet, c'est une bonne façon de les identifier. Bien que les fourmis charpentières ne se nourrissent pas de bois, elles aiment bien le ronger et creuser des galeries dans le but de construire leur nid. Petite chose intéressante à savoir, là, les fourmis charpentières, ça ne s'attaquera pas à du bois qui est sain. Quand il y a des fourmis charpentières dans une maison, ça veut dire que, il y a une infiltration d'eau probablement quelque part autour d'une fenêtre, autour d'un cadre. Il y en a un cadre qui est mouillé, puis là, c'est là que la fourmi va s'installer, puis elle va faire son nid à partir de là. Parce qu'un bois qui est sain, c'est dur, puis ses outils naturels ne sont pas nécessairement assez puissants pour faire des tunnels dans du bois qui est sain. Ça favorise vraiment le bois qui est mou. La fourmi charpentière se sert de ses puissantes mâchoires pour libérer les débris de bois et dégager à mesure qu'elle creuse les galeries et fait son nid. Souvent, leur présence passe inaperçue et comme ces insectes sont déjà dans votre maison, ils sont protégés contre le froid et les températures mortelles auxquelles ils seraient exposés à l'extérieur. C'est pour ça qu'on peut avoir des colonies qui vont vivre plus longtemps des fois. Pour ce qui est de la détection, d'abord, sachez qu'il est probable que vous constatiez la présence d'une fourmi durant la saison estivale, mais si vous en voyez l'hiver, c'est parce qu'elles sont déjà formées une colonie entre les murs de votre maison. Les fourmis, quand elles ne sont pas dans votre maison, ben, la température extérieure ne leur permettra pas de voyager puis venir rentrer chez vous. Si vous voyez des fourmis dans la maison en hiver, c'est que le nid est dans la maison. Oui, c'est ce que ça dit. Les fourmis n'hibernent pas durant la saison froide, mais elles entrent dans un état de dormant et peuvent se priver de nourriture sur une longue période. C'est quoi les signes de présence de fourmis charpentières? On voit de la sueur fine sur le sol, euh, une nuée de vol de fourmis ailées. Les fourmis ailées, c'est les fourmis qui sont fertiles. Si vous voulez, toutes les fourmis dans une fourmilière sont stériles, sauf la reine. Quand la colonie est complète, la reine veut prendre de l'expansion au niveau de son nid. Elle va faire des fourmis ailées comme celle-là. Ça veut dire que la colonie est complète. Puis ces fourmis-là sont fertiles. Donc, ils vont s'envoler pour aller faire un nid ailleurs, pour agrandir, faire des nids satellites. Puis, une fois installée, la fourmi femelle va manger le mâle qui était fertile. Donc, la reine devient la seule qui est fertile parce que le mâle n'est plus là. Puis à ce moment-là, elle se met à pondre des œufs, puis ils sont tous stériles. C'est pour ça que lorsqu'il y a une extermination, si on voit qu'on détruit la reine, même s'il reste des milliers de fourmis dans la maison, ils vont tous finir par mourir parce qu'ils sont tous stériles. Ils ne pourront pas se reproduire, ils vont mourir de leur vie courte, là, tout simplement. Des fourmis visibles qui circulent partout. OK? On est toujours dans la détection des fourmis charpentières. Une évasion dans la nourriture, quand il y a plusieurs fourmis dans votre garde-manger, des choses comme ça peut être un bel indice. Des bris à certaines structures. Avec le temps, les dommages causés par cette fourmi peuvent affaiblir certaines structures. Là, on a l'exemple d'une pièce de bois qui a été grugée par des fourmis. La prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir de fourmis charpentières chez nous? Afin d'éviter la présence de fourmis dans la maison, il faut entretenir et garder les maisons en bonne condition. Ça s'applique à tous les insectes, encore une fois. On va calmater les fissures et les ouvertures. On va éviter d'accumuler du bois près de la maison, parce que souvent les fourmis sont dans le bois. On va éliminer les vieilles souches. Ça, c'est une chose que les gens prennent à la légère. Mais les places où on trouve le plus souvent des fourmis charpentières, des choses comme ça, on pensait à des villes comme Rosemère. Ben, Rosemère, c'est une ville avec plusieurs arbres matures. Il y a plusieurs arbres matures qui ont été coupés. Puis souvent, on va laisser la souche sur le terrain parce qu'on dit, ah, ça va finir par pourrir, elle va se dégrader. Elle va se dégrader, oui, elle va se dégrader parce que les fourmis la mangent. Une fois qu'ils sont installés dans la souche, ils peuvent construire leur nid satellite puis rentrer chez vous par la suite. Donc, s'il y a un arbre qui est coupé, c'est bien d'enlever les souches.
La même chose avec avant d'aller là, la même chose avec le bois de chauffage. Il y a des gens qui gardent du bois sur leur terrain pour faire des petits feux extérieurs. Je sais que c'est pas permis partout, mais pour les gens qui gardent ce bois-là, quand on a du bois qui est en train de pourrir dans le fond de la cour, ben, c'est une belle occasion de se ramasser avec un nid de fourmis charpentières. Surveillez les infiltrations d'eau car l'humidité attire les fourmis. Puis assurez-vous que les gouttières, les tuyaux de descente pluviale coulent librement. Donc, on a des gouttières qui retiennent l'eau. Souvent, ça va faire un surplus d'humidité. Ils vont venir s'abreuver puis sont proches de la maison, sont proches de la structure de votre maison à ce moment-là. Rangez les aliments dans des contenants hermétiques. Ça va leur couper l'accès à la nourriture. C'est ce qu'ils cherchent la plupart du temps. Trouver les nids n'est pas de laisser. Trouver les nids, ne pas les laisser s'installer à proximité de la maison. C'est-à-dire que si vous voyez un nid, ben, traitez-le, faites votre possible pour l'éloigner le plus possible. Évitez que les fourmis de pavé ne s'attaquent pas aux structures de bâtiments. On va souvent voir là, dans les endroits, des allées où il y a un entrée en pavé uni, on va voir des fourmis, on les appelle des fourmis de pavé. Les fourmis de pavé, dans la vie, eux autres, ce qu'ils ont comme mandat, si vous voulez, c'est d'aérer un terrain. Donc, pourquoi qu'on les retrouve aux endroits où il y a des pavés unis, c'est que chaque fois qu'on a un pavé uni, c'est un endroit où on vient de compacter le sol, justement, pour faire le pavé. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a du sable qui sort d'entre les pavés, c'est parce que eux, de façon naturelle, ils ont été mis sur la terre, on va dire, dans le but de libérer, d'aérer les sols. Donc, on a un sol qui est très compacté, c'est là qu'ils s'installent pour travailler. Puis, pour ce qui est des fourmis, tantôt, je parlais de manger. Les fourmis ne mangent pas le bois, ils le grugent. Mais ils ne mangent pas, ils le grugent, puis ils le tassent. Là. OK. Puis, pour avoir une idée des fourmis charpentières au microscope, ça fait penser à des films de science-fiction qu'on a vus, des beaux masques qu'on a pu voir, mais ça, c'est une fourmi là, charpentière au microscope. Mhm. On est rendu à la première section de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur la section des fourmis charpentières? S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Bonjour. Est-ce que les autres fourmis autres que charpentières, comme les petites fourmis qui viennent quand il y a de la nourriture délaissée, peuvent être dangereuses pour une maison? Est-ce qu'il faut amener un exterminateur ou si les gens les voient, il faut juste mettre les sprays ou les petites choses? Ben, ce ne sont pas dangereuses pour le bâtiment. Ils peuvent être désagréables pour les occupants. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la place de voir les fourmis se promener sur leur nourriture, ces choses-là. Mais il n'y a pas vraiment de risque pour la santé. Il n'y a pas de risque pour le bâtiment. Les petites fourmis rouges, ces choses-là sont vraiment désagréables. Fait qu'on, souvent, l'idée, c'est de faire arroser le périmètre de la maison pour éviter qu'ils viennent vers la maison. Puis prendre toutes les précautions nécessaires là, au niveau de la propreté, là, comme dire, pas laisser traîner les miettes, laver la vaisselle rapidement, mettre la nourriture dans des plats hermétiques qui fait que les fourmis n'ont pas accès, mais il n'y a pas de danger comme tel pour les Donc, occupants. c'est C'est pas un vice caché ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'amener un exterminateur quand c'est le cas. pas pour ces petites fourmis-là, non. Merci. On peut prendre un exterminateur, si vous voulez, pour arroser le périmètre de la maison de La façon préventive. prévention. Mais si Puis ça quelqu'un... tue les fourmis de pavé quand on amène un exterminateur? non, je pense pas qu'ils vont traiter les fourmis de pavé. Ah, c'est juste le contour des maisons? Oui. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les fourmis charpentières? Parfait. On va continuer. Donc, le prochain sujet me donne des frissons. C'est la punaise de lit. Bon. Euh, au niveau de l'identification, ben, on en a vu une belle image, là, mais elles sont une forme ovale et environ la taille d'un pépin de pomme aplati, soit 4 à 7 mm de longueur. Le corps est large, puis là, il se termine par une petite tête élargie. De brunâtre, elles prennent des teintes de rouge sang foncé une fois nourries de notre sang. Puis, de même forme que l'adulte, mais de plus petite taille, de 1,5 mm de long, les jeunes punaises de lit sont plus pâles. On va les avoir en photo aussi un peu plus tard. Au niveau de l'identification, une punaise de lit ne saute pas, elle ne vole pas, elle se déplace à la vitesse d'une fourmi. Elles ont une durée de vie de 5 à 6 mois. Donc, une fois qu'ils sont chez vous, là, ils ne vont pas nécessairement mourir rapidement. Ça dure quand même assez longtemps. Euh, Au niveau de l'identification, les œufs de la punaise de lit possèdent les caractéristiques suivantes. Ils sont blanchâtres. Ils sont la grosseur d'une tête d'épingle.
Ils sont disposés en grappes fixées un peu partout, dans les petits espaces serrés. Puis, ils éclosent environ 10 à 14 jours après avoir été pondus. On a le cycle là, de croissance là, dans un schéma. Puis, comment qu'on fait pour les détecter? Il peut y avoir des indices qui se trouvent sur la peau, des piqûres semblables à celles de moustiques qui provoquent des démangeaisons, des piqûres sur les parties du corps laissées découvertes pendant les heures de sommeil. Euh, Les premières piqûres peuvent être regroupées ou alignées sur la peau de la personne qui a dormi dans un endroit fortement infesté. Par la suite, si la personne continue à vivre dans l'endroit infesté, les piqûres apparaîtront un peu partout sur sa peau. Une odeur de serviette humide se veut aussi un indice révélateur. Quand on a l'odeur d'humidité, ça peut être un indice que de la punaise de lit. Puis, pour ce qui est de la détection, toujours, les indices peuvent se trouver dans les pièces. Des taches de couleur rouge sur les matelas, particulièrement sur le bord de ceux-ci, laissent deviner un problème de punaise de lit. La présence de punaises de lit vivantes ou mortes, de poux de punaise qui ont mué des œufs près du dormeur. Puis aussi, comme les punaises de lit mues, la présence d'exosquelettes dans la chambre à coucher se veut un autre indice, un autre signe infestation possible. C'est-à-dire quand on fait le balai dans la chambre, là, si on voit des petits punaises qui sont vides, les exosquelettes, ben, c'est un bel indice, ça aussi. Regardez, là, si vous êtes à la recherche, ça me pique déjà, moi. Si vous êtes à la recherche de punaises de lit, là, on voit la main, la photo de la main, le monsieur, il tasse le rebord du matelas. Souvent, ils vont se mettre dans les parties où c'était étroit un peu plus, et c'est là qu'ils vont se regrouper la plupart du temps. Pendant l'hiver, les punaises de lit sont moins inclines à se déplacer. En effet, elles préfèrent se terrer plutôt que de risquer de se faire du stop quelque part où il fait trop froid. Il est possible que les risques d'infection soient plus faibles à ce moment-là, parce qu'ils se promènent moins. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture et peuvent en faire vivre plus d'un an sans nourriture. Ça leur permet de se cacher pendant un certain temps au cours des mois d'hiver sans se déplacer. Les punaises de lit peuvent se retrouver dans tout type de résidence, luxueuse ou modeste, propre ou insalubre. Vous n'avez pas à avoir honte si les insectes se retrouvent dans votre domicile. Les punaises de lit sont plus un désagrément qu'une réelle menace et ils sont très difficiles à éliminer lorsqu'elles ont pris leur aise dans votre domicile. Les grandes infestations de punaises de lit peuvent causer des démangeaisons et des réactions allergiques. On a vu tantôt la photo de la dame qui avait le dos là, qui était toute piquée. C'est sûrement pas très confortable. Puis, on a un petit schéma là, qui montre les endroits les plus plausibles où on pourrait les trouver. Si on est à la recherche, c'est le genre de place qu'on pourrait chercher en premier pour les punaises de lit. Un fun fact, je ne sais pas si j'en parle dans la présentation, mais il y a des chiens renifleurs qui, les exterminateurs, pas les exterminateurs se servent de chiens renifleurs pour faire la détection de punaises de lit, entre autres dans les hôtels, quand on voit qu'il y a peut-être un client qui a amené des punaises de lit dans l'hôtel, ou si un client se plaint de la présence de punaises de lit, on fait rentrer un chien dépisteur dans l'hôtel, puis quand le chien s'assoit, ben, on sait qu'il y a cette chambre-là qui est à traiter sans nécessairement traiter tout l'hôtel au complet, ça évacue tous les clients. On peut faire le tour puis détecter facilement là, avec les chiens. Pour ce qui est de la prévention, la meilleure façon de lutter contre cet insecte qui se multiplie à la vitesse de l'éclair demeure la prévention. Éviter les encombrements dans la maison. Passer l'aspirateur sur les matelas de façon régulière. Inspecter votre nouveau logement, votre nouvelle maison. Inspecter les vêtements et les articles usagés que vous pouvez vous procurer. Puis prenez des précautions en voyage. C'est sûr qu'en voyage, si vous allez dans une chambre d'hôtel, il y a des punaises de lit où vous êtes, ça peut rentrer dans vos bagages, vous ramenez ça à la maison. Puis quand vous êtes sur le retour, ben, vérifiez quand vous sortez les vêtements des valises là, que les vêtements sont exempts d'insectes. Ça peut ramener pas juste les punaises de lit, ça peut ramener d'autres insectes aussi. Il faut savoir qu'il s'agit d'un des insectes parmi les plus difficiles à éliminer. La punaise de lit ne survive pas à des températures supérieures à 50 degrés Celsius. La vapeur émise par ces nettoyeurs est en général d'au moins 100 degrés. Donc, en faisant un nettoyage vapeur, on va aller tuer
la punaise de lit, mais c'est quand même coûteux. Puis le traitement dans la sécheuse est la meilleure façon de garantir l'élimination des punaises de lit. Mettez tous vos textiles et vos objets infestés directement dans la sécheuse. Faites fonctionner la sécheuse à très haute température pendant au moins 30 minutes. Donc, quand on arrive de voyage, de mettre la linge dans la sécheuse, de faire un bon coup de sécheuse. S'il y a des petites punaises de lit dans votre linge, ben, ils survivront pas. Puis si vraiment il y a une infestation chez vous, si vous trouvez des œufs, comme on a vu un peu plus tôt sur les images, la première chose, c'est de faire affaire avec un exterminateur. Ils vont avoir des produits, ils vont avoir des méthodes plus efficaces que ce que nous, on peut faire. Au niveau des effets sur la santé, même si les punaises de lit ne transmettent pas de maladie, les piqûres qu'elles infligent aux demeures peuvent créer de l'anxiété, du stress et compromettre la qualité de vie des gens prises avec une infestation. C'est sûr que quand tu retournes chez vous, puis tu sais que tu vas te coucher, puis le lendemain matin, tu vas te réveiller plein de piqûres, c'est pas rassurant, puis ça peut empêcher de dormir, ça fait un paquet de problèmes à ce niveau-là, surtout. Est-ce qu'il y a des questions sur les punaises de lit? Ah. OK, ça va Couple, bien. moi, j'aurais une question aussi. Est-ce que s'il y a un encombrement dans une maison, disons une personne âgée ou le cabanon, est-ce qu'elle se crée toute seule comme un champignon ou comme les insectes qui viennent sur des fruits mûrs ou il faut que quelqu'un les ait amenés? Faut que quelqu'un les a emmenés, OK. faut que ce soit déplacé. S'il y en a chez un voisin, ça peut avoir Donc, ça ne traversé. peut pas se créer dans un environnement propice. Mais ça ne va pas se développer, là, Oui, ça ne va merci. pas se développer parce qu'il y a des choses. Faut soit qu'on les apporte ou soit qu'ils se déplacent jusqu'à chez vous. D'accord. Puis souvent, on les apporte avec nos manteaux. C'est plate à dire, on va en visite, vous êtes des si vous voulez. Bonjour, je voulais pas te réveiller. C'est parce que l'alarme sonnait, c'est pour ça. Hein? OK. Je ne voulais pas te réveiller, c'est l'alarme qui sonnait, qui a sonné en haut. Ah Puis, oui? fermez votre micro quand vous ne parlez pas. C'est pour ça que je voulais pas te réveiller. C'est parce que j'écoute là, il y en a encore pour une. Merci. Donc, ce que je disais, en tant que courtier immobilier ou moins inspecteur en bâtiment, on rentre chez les gens, on fait les visites. Euh, Tu sais, des fois, on va s'asseoir à une table pour écrire une offre d'achat ou pour discuter avec les gens, des choses comme ça. Faut pas penser que ça va seulement vivre s'il y a du matériel. Il peut y avoir des punaises de lit même sur une chaise de bois. Donc, Ah, oui. puis ça n'a rien à voir qu'une maison propre, une maison qui n'est pas propre, une maison, on l'a dit tantôt, là, tous les modèles de maison, tous les niveaux de propreté peuvent avoir des punaises de lit. Donc là, quand vous ramenez les manteaux chez vous, ça peut être une façon de ramener des punaises de lit dans votre demeure. C'est sûr que si moi, je fais une inspection puis c'est déclaré qu'il y a eu des punaises de lit, ma femme ne me laisse pas rentrer dans la maison. Il faut que je me déshabille avant. Là, tu sais, on ne prend pas de chance. Là. OK. On va parler de notre ami commun, les coquerelles. Ouais. Au niveau de l'identification, corps aplati ovale possédant deux bandes noires parallèles partant de la tête à la base des ailes. Trois paires de pattes adaptées à la course, ça se déplace vite. Tête très mobile dotée de deux antennes filiformes également et très mobile et flexible, souvent aussi longue que son corps. Couleur dorée, brunâtre ou même noire. Sa longueur varie de 1,3 à 1,6 cm. Certains spécimens sont beaucoup plus gros. Euh, on en voit surtout quand on va en voyage. Des fois, on peut en trouver des pas mal plus grosses que ça. Mais les communes, les blattes communes, c'est pas mal ça qu'on est ici. Les coquerelles du Québec sont aussi appelées blattes germaniques. Au niveau de l'identification, les deux paires d'ailes de la coquerelle, aussi développées chez le mâle que chez la femelle, ne lui servent pas à voler, mais plutôt à planer dans un bond comme une sauterelle. Elle ne va pas s'envoler, elle va sauter puis elle va se laisser glisser là, avec ses ailes. Ces insectes ont un mode de vie nocturne. On les voit rarement se déplacer le jour. Le jour, ils vont rester cachés, puis à noirceur, ils vont se déplacer. Les blattes se reproduisent rapidement. Elles vivent 200 jours ou plus. Puis les nymphes, nouvelles éclos et en train de muer, sont molles et blanches à mesure que leur exosquelette frais durcissent. Les blattes germaniques bébés muent 5 à 6 fois sur une période de 50 à 60 jours. Donc, on a un petit schéma, on voit un peu le cycle de vie. Puis, on voit un petit exosquelette
d'un bébé, si on veut, là, qui a mué. Au niveau de la détection, comment elle entre dans les maisons? Les coquerelles peuvent être à la recherche de nourriture, d'eau ou d'un abri. Elles sont également attirées par la chaleur et peuvent donc entrer dans vos maisons à la recherche d'un endroit chaud où rester. Les blattes peuvent pénétrer dans votre maison par de très petites fissures et crevasses. Les portes, les fenêtres mal ajustées peuvent également être une source d'infestation, excusez-moi. Puis, une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles se reproduisent rapidement et peut être difficile de s'en débarrasser. Ça me pique encore. Au niveau de la détection, parmi les signes les plus courants d'une infestation de ces insectes nuisibles, on retrouve les signes suivants, c'est-à-dire des poches d'œufs et des restes de cocon, des larves, des déjections noires, excréments qui ressemblent à des grains de café moulu, puis une très mauvaise odeur qui est dégagée par leurs phéromones. Donc, l'image en bas à gauche, là, si on trouve ça dans nos armoires, des choses comme ça, il y a des coquerelles à quelque part. Au niveau de la détection, il est fréquent de trouver des traces de leur passage sur les denrées alimentaires. Les coquerelles s'attaquent aux aliments mous et sucrés, tels que les fruits, les emballages en plastique et en carton ne les arrêtent pas. Elles sont omnivores, elles pourront aussi souiller tous les autres aliments présents dans votre logement. Si des cafards sortent en journée, cela signifie que l'invasion est importante. Si vous en voyez se promener le jour, c'est pas normal, c'est pas un réflexe normal, ça veut dire qu'ils sont vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, une évasion de blattes germaniques peut aussi provoquer des dommages à nos livres, nos papiers, de nombreux autres objets. Même si elles peuvent infester les lieux les plus salubres, les blattes se placent dans les endroits sales et dans les déchets. Au niveau de la prévention, la propreté est le meilleur moyen de prévention contre les blattes. En effet, si elles se trouvent chez vous, la nourriture, l'humidité qu'elles recherchent, elles auront de la difficulté à s'y établir. Si c'est toujours propre, bien nettoyé, ils n'en trouveront pas de la nourriture, ils ne trouveront pas, si on a des feux d'eau et on s'en occupe, ils ne trouveront pas l'humidité nécessaire. Donc, de tenir ça propre, c'est pour les coquerelles, ça fait partie des choses qui vont nous aider. Nettoyer régulièrement et méticuleusement les endroits sombres et étroits de votre demeure. Accorder une attention toute particulière à l'entretien ménager de la cuisine et des salles de bain, car il constitue les pièces les plus vulnérables de la résidence. Si vous ne lavez pas votre vaisselle sale tout de suite, en particulier la nuit, faites-la tremper dans de l'eau savonneuse. C'est sûr que si on laisse les assiettes comme ça, avec des restes de nourriture, pendant la nuit, ils vont aller faire un petit festin, là. Au niveau de la prévention, toujours vérifier soigneusement les contenants de denrées alimentaires qui font leur entrée dans la maison pour vous assurer qu'elles ne sont pas contaminés et conserver les aliments dans des contenants hermétiques. Souvent, là, on va aller à l'épicerie, il y a des coquerelles à l'épicerie, on ramène nos sacs chez nous, puis c'est quand on ramène les sacs chez nous qu'on amène des coquerelles avec nos aliments neufs. Donc, c'est pour ça que quand on défait l'épicerie, il faut être prudent de ce côté-là. Sceller les fissures dans les murs, dans les planchers, colmater les ouvertures autour des tuyaux. Souvent, on va ouvrir une porte d'armoire, là, puis il y a les tuyaux qui descendent du lavabo qui s'en vont dans les. Ça descend au sol, puis les égouts vont entre le tuyau, puis l'armoire, il y a un trou qui est quand même assez grand. On va fermer ces ouvertures-là, qui sont attirées par l'eau, l'humidité. Donc, il faut vraiment s'assurer que ça, c'est des endroits qui sont bien scellés. Puis enfin, sceller les fissures dans les armoires de la cuisine afin de faciliter l'entretien et un éventuel traitement devenant la présence de ces indésirables. Fait que quand c'est scellé, c'est plus facile de faire le traitement. Au niveau de l'élimination, les blattes germaniques est difficile à exterminer. Il existe une variété de pesticides très efficaces pour éliminer ces insectes. La poudre insecticide diatomée, les pièges englués avec un appât, les insecticides en aérosol, puis l'acide borique est également un exterminateur de coquerelles puissant. Bon, au niveau de l'élimination, appliquer un insecticide sur le périmètre des pièces en dessous des appareils ménagers, dans les fentes et dans les fissures autour de la tuyauterie des pièces où les insectes ont été vus, soit dans tous les endroits qui sont moins accessibles. Il existe aussi des méthodes naturelles qui peuvent être trouvées sur des sites d'exterminateurs compétents. Par exemple, on peut déposer du bicarbonate de soude sur les chemins lors de leur passage. Ça a pour effet de les déshydrater. De plus, l'odeur du vinaigre blanc est un bon dissuasif pour les insectes. Il faut pulvériser régulièrement dans les recoins de votre maison. Si on a des problèmes de coquerelles à répétition, là, vaporiser du vinaigre dans le fond des armoires, des endroits comme ça peut être une façon
d'aider à ce qu'ils ne viennent pas s'installer. Au niveau des effets sur la santé, la coquerelle laisse une grande quantité d'excréments, ainsi qu'une mauvaise odeur et un goût désagréable aux aliments et aux ustensiles avec lesquels elles entrent en contact. Elle empoisonne également les aliments. La blatte transporte des virus et des bactéries de l'origine de maladies telles que la dysenterie, une infection bactérienne, la salmonellose, qui se traduit par de la fièvre et de la diarrhée, puis la tuberculose, maladie infectieuse provoquée par la microbactérie. Il peut avoir vraiment des effets nocifs là, sur la santé. Faut être, faut vraiment faire attention quand il y a des coquerelles dans la maison, il faut s'en occuper. La fièvre typhoïde en lien avec la salmonellose. Est-ce qu'il y avait des questions sur les Non. fameuses coquerelles? Bon. Parfait. Je crois que ça va même un peu plus vite que prévu, ce qui n'est pas mauvais. Vous allez avoir votre pause plus rapidement. On va se donner 2 minutes. On a fait comme la première moitié déjà de la présentation. On prend 2 minutes, juste le temps d'aller chercher un café ou d'aller faire un petit pipi si c'est nécessaire. Puis, on va continuer tout après avec les souris. Stéphane, Oui, est-ce que je peux vous demander une question? bien certainement, ça va occuper le temps, c'est parfait. OK. Les lièvres et les marmottes, quand vous, en tant qu'inspecteur, vous faites une inspection puis que vous voyez un lièvre ou un trou de marmotte, est-ce que vous avertissez le client ou pour vous, ça passe inaperçu? Ça ne fait pas partie de l'inspection comme telle, parce que souvent, quand il va y avoir des marmottes, des choses comme ça, ils vont aller s'installer Alors, sous le cabanon, par exemple. Si un client alors, a des problèmes de marmotte ou de lièvre, on a des petits trucs qu'on peut leur donner pour les inviter à aller ailleurs. On peut mettre la même chose avec les moufettes aussi, là. Dans les trous, on peut lancer de la boulamite dans les trous. Ça fait C'est une quoi? odeur. De la boulamite, Boulamite? oui. Ça peut être une odeur qu'ils vont trouver désagréable. Puis quand ils s'installent sous votre cabanon, la raison pourquoi ils s'installent là pour être à l'abri, puis pour être tranquille pour dormir, faire dormir. Donc, si on a des problèmes, tu sais, on essaie de rester dans le côté écologique en même temps. Si on a des problèmes de siffler ou des choses comme ça, je suggère à mes clients ou à des gens qui m'appellent avec ce problème-là de laisser de la musique dans le cabanon. Le signe radio, vous le mettez, la radio, les speakers vers le plancher. Faites jouer Céline Dion toute la nuit, là, ils vont s'en aller. C'est vrai, par exemple, nous, on a un trou de marmotte devant l'escalier de l'entrée. Nous, ça ne nous dérange pas. Moi, je ne trouve aucun inconvénient, mais on a demandé, puis on nous a dit qu'il fallait amener comme quelque chose pour la transporter, comme un piège, puis la jeter ailleurs. Mais je me Mm. demande, est-ce qu'il y a d'autres... Là, vous me parlez de boulamite, ça, on le trouve où? Ah, ça, vous avez trouvé ça dans les quincailleries, de la boulamite. On en mettait là, dans les placards de cèdre quand on avait des bandeaux de fourrure, entre autres. On mettait de la boulamite, puis ça évitait d'avoir les fameuses mites qui venaient manger les fourrures. Ah, c'est comme les petites billes blanches? Exactement. C'est une petite bille blanche Ah. qui dégage une forte odeur. Donc, ils ne devraient pas aimer cette odeur-là particulièrement. Là, c'est sûr que quand c'est sous le balcon, là on ne va pas mettre une radio sous le balcon, mais quand c'est quand c'est dans un cabanon, on peut fermer la porte, laisser la musique, puis ça va les déranger. Ils vont aller s'installer ailleurs où c'est plus tranquille, là, tu sais.
Est-ce Mais elles ont un inconvénient à la maison autre que pour les plantes? pas que je sache. Pas que je sache. Donc, c'est C'est pas un vice ou quelque chose de majeur quand on vend une maison ou disons qu'on achète une maison puis qu'il y a des lièvres qui... Ça n'affecte pas la valeur ou vous non. n'avertissez pas. OK, Les merci. lièvres n'ont pas rien. Ce qui va être tannant des fois, c'est comme si on pense aux moufettes, à part l'odeur, là, si on laisse faire l'odeur des moufettes, là, souvent ils vont s'attaquer au gazon. Ils vont faire des trous parce qu'on a des vers blancs dans le gazon. Puis ils vont tous aller manger les vers blancs. Fait que pour nous, ils nous aident, sauf que le résultat au niveau du gazon n'est pas nécessairement joli. Fait que ça devient un inconvénient à ce moment-là quand ça brise une belle pelouse, là. Mais en même temps, c'est une pelouse qui avait un problème de verre blanc quand on a des trous comme ça qui sont faits par les moufettes, entre autres. Donc, il y avait déjà un problème avec la pelouse de toute façon. Donc, Fait la que, moufette, c'est un exterminateur plus qui va en prendre soin. oui, oui. Puis les lièvres, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait les faire fuir? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne compterai pas démentir. Je ne le sais pas à ce niveau-là. Je sais qu'un lièvre, ça vit dans. Généralement, ça se promène pas beaucoup. Ça vit sur 5000 pieds carrés en moyenne. Ah, Tu sais, OK. ça reste sur le même petit territoire. Ils sont un petit territoire, ils se prennent aux mêmes places tout le temps. C'est pour ça qu'ils sont faciles à chasser là, avec des pièges. Euh, mais je, je pense pas que ça fasse nécessairement beaucoup de dommages à un petit lièvre. Là, tu sais, c'est pas laid non plus quand on le voit. Je sais que ça mange les potagers, c'est ce que quelqu'un m'a dit, mais je ne sais pas Ouais, plus. ça peut s'attaquer à certains aliments dans le potager. D'accord. Merci Je beaucoup. sais pas pour qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, je ne sais pas. Peut-être voir qu'un exterminateur, c'est pas la meilleure chose à faire pour contrôler les lièvres. Mais en dessous Merci. des cabanons, la musique, c'est efficace, ça les dérange, ils cherchent la tranquillité, ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher qu'un exterminateur, puis on doit avoir des bons résultats. Fait qu'on Merci va beaucoup. continuer avec la présentation avec nos souris. Euh, souris communes. Donc, au niveau de l'identification, la souris grise est le petit rongeur le plus fréquemment rencontré, que l'on soit où que l'on soit, ce qui explique qu'on appelle également la souris commune. Les souris communes adultes pèsent de 10 à 20 grammes. Les plus grosses pesant parfois jusqu'à 50 grammes et mesurent jusqu'à 10 centimètres autant de queue. Excusez-moi, j'ai mal lu ça. C'est mesure jusqu'à 10 centimètres avec autant de 20 centimètres. Encore une fois, il y a des micros qui passent. Si vous voulez les fermer, s'il vous plaît, ça va donner une chance à tout le monde. Merci. Puis, la souris commune se reconnaît par son pelage brun ocre et gris foncé, plus clair sur la partie ventrale. Elle possède un museau assez pointu, des pattes fines et des oreilles largement développées par rapport à sa taille. Puis elle présente également 5 paires de mamelles, 3 paires sur les pectoraux et 2 sur les parties pelviennes. La souris commune possède une espérance de vie de 2 à 3 ans maximum. La souris commune se reproduit toute l'année à raison de 5 à 15 portées par an, donnant parfois jusqu'à 18 soubresauts par portée. Donc, vous voyez là, à quelle vitesse ils peuvent se multiplier dans votre demeure une fois qu'ils sont là. Les petits naissent aveugles et sans poils et se nourrissent du lait maternel pendant 3 semaines, donc c'est des mammifères. Un bébé souris ne pèse que 2 grammes. Puis les souriceaux sont considérés matures entre 6 et 10 semaines. Ces petits bébés. Au niveau de l'identification, c'est un animal nocturne. La souris ne différencie pas les couleurs. Elle est dotée d'un excellent odorat, comme les rats, et possède aussi le goût et le toucher très développé. La souris est moins dépendante des points d'eau que les rats. Omnivore à tendance granivore, les souris communes consomment au moins 5 grammes de nourriture quotidiennement. Puis elle se nourrit également de légumes, de fruits frais ou secs, ou bien sûr de fromage. Elle raffole des aliments riches en protéines, en gras ou en sucre, le chocolat, le beurre d'arachide, la charcuterie. Puis, au niveau de la détection, les souris entrent dans les murs par le moyen d'ouverture. Ces rongeurs sont capables de bien déployer pour s'y infiltrer. Grimper sur n'importe quelle surface verticale, d'autant qu'aucun matériau ne l'effraie. C'est pas parce si on pense là,
moi, j'habite un peu plus en campagne, là. Si on pense aux fermiers, ils ont des grands silos en métal. Ben, les souris sont capables de monter le long d'un silo métallique. Tu sais, c'est lisse la surface, mais ça ne les empêche pas de grimper. Puis, petit fun fact, au niveau des souris, une souris peut tomber d'une hauteur de 60 pieds. Ça, c'est 20 mètres à peu près, là. Puis, recommencer à grimper. Ça ne va pas se tuer parce qu'elle a tombé là, jusqu'à 60 pieds. Fait que c'est assez impressionnant. La petite photo, c'est une photo que j'ai prise pendant une inspection. On était dans un sol de service. Elle était toute cute, là. Elle bougeait pas, mais elle avait sûrement des petits frères et sœurs aussi. Euh, S'engouffrer dans des tuyaux ou des conduites, y trouver la sortie. Atteindre les différents niveaux d'un bâtiment en suivant les conduites d'électricité et d'évacuation. Puis, ronger les matériaux pour faire des trous pour s'y introduire. Se faufiler dans des ouvertures très étroites, on parle d'un demi-pouce de diamètre seulement, puis faire des bonds jusqu'à un demi-mètre de hauteur pour passer un obstacle. 2 mètres, ça commence à faire par rapport à la grosseur de la souris, c'est un gros bond quand même, là. Fait que c'est étonnant de voir ce qu'ils sont capables de faire pour pénétrer où ils veulent aller. Comment savoir au sujet des souris? Les signes annonciateurs d'une évasion de souris sont bien spécifiques. Des grattements, des toc-toc dans les murs, euh, des cris, des vibrations, on va les entendre. Des chemins dans la laine isolante. Quand on voit dans le grenier, là, on va voir, ils se sont fait des petits passages, fait des petites traînes. Puis des aliments, des objets, des fils électriques qui ont été mordillés, parce que c'est des rongeurs. Les rongeurs n'ont pas le choix de ronger. On dit rongeurs, mais c'est parce que leurs dents poussent continuellement. Donc, s'ils ne grugent pas, les dents deviennent trop grandes, puis éventuellement, ils se blessent, ils ne peuvent plus se nourrir, donc ils doivent gruger constamment, même des choses qui sont très dures pour limer leurs dents. La présence d'excréments qui ressemblent à des grains de riz noirs, puis des traces d'urine. On voit des petites taches d'urine sur les surfaces. Ça peut être des indicateurs là, qu'il y a des souris chez vous. Au niveau de la prévention, le moyen le plus efficace de prévenir l'infestation des souris, c'est un chat. C'est pas tout le monde que... Moi, je suis allergique aux chats. Ça peut pas être la solution pour tout le monde, malheureusement, mais c'est sûr que les chats font une bonne job de les contrôler. Les changements de saison favorisent l'intrusion des rongeurs dans votre maison, c'est-à-dire que quand il se met à faire froid dehors, eux, ils cherchent la chaleur, cherchent la nourriture, cherchent l'abri. Donc, votre maison répond à tous ces critères-là. C'est pour ça qu'ils cherchent à rentrer chez vous. Éliminer, cafeter tous les accès faciles, considérant qu'elles peuvent se faufiler dans des minuscules fissures. Fait que même entre des blocs de béton, on voit le chat passer entre les blocs. Donc, on va essayer tout ce qui est ouverture au périmètre de la maison. Puis remplir de laine d'acier des orifices autour des tuyaux avant de les calfeutrer avec des feuilles de métal galvanisées, de recouvrir de conduits de ventilation d'un fin grillage métallique. On parle de métallique comme ça, puis tôt, parce que quand on met un autre produit, souvent, ils vont les gruger puis ils vont passer pareil. Au niveau de la prévention, toujours une bonne gestion, une excellente gestion des ordures ménagères est un bon moyen de prévenir l'infestation. Garder les aliments secs dans des récipients en verre ou en métal. Il n'est tout endroit propice à la nidification du rongeur. Les espaces clos, là, ils vont pouvoir s'installer. Puis posséder des pièges à des endroits stratégiques dans votre maison. Les petits pièges à souris standard, un peu comme il y a sur l'image, là, ça coûte vraiment pas grand-chose. En mettant sur un garde-manger, un dans le fond du garde-manger, un dans les endroits où on peut penser avoir une souris. On le laisse là, il n'y a pas de souris, il nuit pas, le petit piège, il nuit pas. Puis si un jour il y a une souris qui rentre, ben vous allez un jour, vous allez rentrer dans votre garde-manger. Oh mon Dieu, il y a une souris, ben au moins elle a été contrôlée avant de s'installer chez vous. Essayez de la lumière dans les vides sanitaires. C'est des animaux nocturnes qu'on disait un peu plus tôt. Donc, si vous avez un vide sanitaire puis vous laissez une lumière allumée, ben, elle ne va pas choisir cet emplacement-là pour s'installer. Au niveau des dommages, les dégâts dans les maisons, les souris sont des animaux responsables de nombreux dégâts sur différentes parties de votre maison. Les dents des souris poussent sans cesse, ce qui les incite à ronger, à gruger, à grignoter tout ce qui se trouve sur leur chemin. Rien n'échappe à ces rongeurs, bois, plantes, plastique, meubles, matériel d'isolation, câbles, etc. Elles peuvent aussi déclencher des incendies en endommageant les fils électriques. Je vous disais, moi, je suis un petit peu plus à l'écart, j'habite à Saint-Lin, on a une écurie ici. Puis là, pas écurie, 10 balles de foin, on va rentrer du foin dans l'écurie, on va rentrer des souris avec le foin aussi.
Puis, c'est souvent la cause des incendies. C'est pour ça que c'est important d'avoir des chats dans une écurie. Là. Je sais que vous n'inspectez pas, vous ne vendez pas nécessairement des écuries, mais c'est quand même le fun d'en savoir. Les chats dans une écurie, c'est comme des petits pompiers. Ils sont là pour prévenir les incendies. Gourmande, elle mange aussi votre nourriture, la souillant et la contaminant par la même occasion. Toute nourriture qui a été en contact avec la souris doit être immédiatement jetée. Il y a des bactéries, on ne veut pas se rendre malade. Pour ce qui est de l'élimination, les pièges, lorsqu'ils sont utilisés correctement, sont un moyen simple et efficace de contrôler et d'éliminer les souris rapidement. On parlait des pièges à mousqueton en bois classique, là, qui coûtent vraiment pas cher. Il y a des pièges à appât, c'est le même principe, juste un peu plus sophistiqué. Puis il y a des pièges à capture multiples. On voit des vidéos des fois sur Internet de chaudières là, où les souris rentrent puis tombent dans la chaudière, là, puis on peut en ramasser 25-50 dans l'espace d'une nuit quand il y en a plusieurs dans la maison où on met le piège. Il y a des pièges à colle. Puis une grande quantité de pièges vous donnera une meilleure chance d'attraper les colonies de rongeurs qui circulent dans votre maison. C'est-à-dire que sont rarement seuls, les petites souris. Si vous avez vu la présence d'une souris, mettez les pièges, puis il y aura beaucoup plus de succès si on met plusieurs pièges à plusieurs endroits stratégiques. Chaque côté des portes de garage, dans le garage, les garde-manger, comme je disais, dans les salles de bain, ils vont chercher pour de l'eau, des fois un peu moins que les rats, mais ils vont quand même chercher pour de l'eau. Donc, ça peut être une place pour mettre des petites trappes à souris, surtout si on en a vu, pour être capable d'éliminer l'eau au complet. L'avantage, dans le cas des souris, même ça peut être problématique quand il y en a beaucoup, c'est que c'est un petit animal qui est très, très curieux. Donc, quand on commence, si mettons une souris qui est rentrée dans votre grenier, j'ai entendu gratter dans mon grenier une fois que quand j'étais couché, j'ai entendu du bruit dans le plafond. Comme la souris, c'est un petit animal qui est très, très curieux. Si vous ouvrez votre trappe de grenier, vous mettez une trappe, pas besoin d'aller la mettre loin dans le grenier. Elle va venir voir c'est quoi cette trappe-là, puis elle va se faire attraper rapidement. Fait que quand on a des souris, quand les gens ont peur de peut-être avoir des souris, moi, je dis, mettez une trappe, puis allez voir régulièrement. Si après une semaine, il n'y a pas de souris dans votre trappe, c'est qu'il n'y a pas de souris dans votre maison. C'est aussi simple que ça. S'il y a une souris, la trappe va l'attraper. Puis si vous attrapez une souris, ben, jetez-la, puis remettez la trappe, jusqu'à temps que vous soyez au moins une semaine sans attraper de souris. Là, il faut avoir l'esprit tranquille. Au niveau de l'élimination, il existe quelques méthodes naturelles pour les éloigner, telles que la litière à chat d'orange, l'urine ou le parfum, les feuilles de laurier, de ça on vous demande. Donc, si on ne veut pas qu'ils viennent dans notre maison, si on fait on met de ces plantes-là à l'extérieur, près de la maison, ils ne seront pas intéressés à venir jouer près de vos fondations. Les huiles essentielles de menthe poivrée. Puis il existe aussi des répulsifs à ultrasons qui mettent des sons qui font fuir les rongeurs, qui honnêtement sont très performants. On peut en mettre là. Vous en mettez dans votre maison. Le seul problème que j'ai avec ces pièges-là, c'est comme c'est des ultrasons, si vous avez un animal de compagnie, il peut l'entendre, ces ultrasons-là, lui aussi. Donc, ça peut devenir un stress pour votre animal de compagnie. Mais si vous n'avez pas d'animal de compagnie, puis vous ne voulez pas des animaux qui ne sont pas des animaux de compagnie, il existe des répulsifs sonores comme ça, qui font une bonne job, c'est propre, tu n'as pas à toucher une souris morte ou quoi que ce soit, ils vont juste s'en aller. Puis le poison, c'est déconseillé. Le poison pour les souris, pour un problème de souris, on ne veut pas prendre du poison. Les effets sur la santé, les souris ont beau être un petit rongeur, ne sont pas pour autant inoffensives. En effet, elles peuvent être la cause de la transmission de nombreuses maladies. La leptospirose se contracte par l'eau souillée par l'urine des souris. Les symptômes apparaissent 2 à 3 semaines après la contamination. Ils peuvent causer de la fièvre violente et brutale, de la douleur musculaire, des maux de tête et des vomissements. Donc, on n'a pas le goût d'aller par ensemble. Tout ça, ça vient de l'urine des souris. Puis la salmonellose. La salmonellose est une maladie transmise par les bactéries présentes dans les intestins des souris. Les symptômes de cette maladie sont une forte fièvre accompagnée de diarrhée, vomissements, de douleurs abdominales. Ces symptômes peuvent s'accompagner d'une déshydratation importante du corps. Donc, il y a vraiment des effets sur la santé. On ne veut pas les avoir chez nous.
Puis, pour ce qui est de la leptospirose, les différentes façons de la contacter, de la contracter, c'est-à-dire, on a un petit schéma là, qui montre un petit peu comment ça peut aller d'une personne à l'autre, comment ça peut se rendre jusqu'à nous. Puis si on a les symptômes, mais c'est sûr qu'il faut consulter un médecin rapidement parce que ça peut devenir grave éventuellement. Toujours au niveau des effets sur la santé, l'antivirus, c'est un virus transmissible à l'homme. On le retrouve principalement dans la salive, l'urine et les excréments de la souris. Les symptômes liés à l'antivirus apparaissent généralement 3 à 6 jours, 3 à 6 semaines après l'exposition, 3 jours à 6 semaines, on va l'avoir, c'est deux mots différents, après l'exposition au virus. Ils peuvent inclure la fièvre, une toux parfois sévère, des difficultés respiratoires. Les symptômes peuvent être comparables à ceux d'une grippe ou d'une bronchite. Les autres problèmes, en plus de la transmission de maladies parfois mortelles, la souris peut transporter des puces, des poux, des punaises de lit, des acariens. Ces parasites peuvent provoquer des allergies, de l'asthme à ceux qui sont en contact direct ou indirect. Puis ça fait partie des raisons pourquoi on veut éviter les poisons. Souvent, quand on entend des souris dans la maison, si on fait venir un exterminateur, il va garocher des sacs de poison, puis il dit, ça, c'est beau, ils vont mourir. Mais ils vont mourir, mais quand ils sont déjà pleins d'autres petits insectes qui sont attachés dessus, des punaises, des choses comme ça, ben, le problème de punaise, il est encore là, lui. Même si la souris est morte, la punaise, elle va juste changer de véhicule. La souris, ça devient un véhicule. Donc, les attraper, s'en débarrasser, c'est la meilleure façon que si on attrape une petite souris, puis on la met aux poubelles, ben c'est plate. S'il y avait des punaises de lit d'attacher ou des tiques, des choses comme ça sur la souris, ben, ils se ramassent dans la poubelle, puis ils sont plus dans la maison. Fait que c'est toujours la meilleure façon, c'est de les piéger. Finalement, à cause du tapage qu'elles font en envahissant l'habitat, les souris peuvent aussi entraîner des nuits d'insomnie qui, en retour, peuvent causer d'un important épuisement tant mental que physique. Comment se protéger? Éliminer les rongeurs, limiter le contact direct avec les animaux contaminés, préserver son habitation, protéger les personnes sensibles, enfants, personnes âgées, malades, avoir une bonne hygiène, se laver les mains régulièrement, ne pas toucher les rongeurs sans gants de protection, faire attention aux aliments industriels pouvant avoir été en contact avec des selles de rongeurs. Je vais faire une petite parenthèse des fois qu'on ne pense pas nécessairement. Là. Les canettes de liqueur. Moi, je suis un gros buveur de Pepsi, là. Les canettes de liqueur, souvent, sont entrepôts. Tu sais, les caisses sont dans les entrepôts, dans les restaurants. Les petites souris se promènent sur les canettes, vont faire des petits pipis sur les emballages. Ça va rentrer en contact avec la canette. C'est sûr que s'il y a une tache jaune sur ma canette, je vais le voir. Mais si c'est juste des traces, je ne le verrai pas nécessairement. Puis quand je mets ça à ma bouche, il y a des chances que j'attrape les virus. Fait que nettoyer vos rebords de canettes, utiliser des pailles, ça peut être une bonne façon de se protéger des souris qui se promènent dans les restaurants, entre autres. Est-ce que vous avez des questions sur les souris? Après les souris, on va parler de son grand cousin, le rat. Parfait. Madame Adam, je vais vous demander de couper votre micro de nouveau. Il y a quelques micros que je vois qui sont encore ouverts, là. Donc, on continue avec les rats. Au niveau de l'identification, le rat de Norvège, qu'on appelle également le rat gris ou le rat d'égout, mesure en moyenne 45 cm du museau jusqu'au bout de sa queue. Un rat moyen peut peser jusqu'à 1 livre, un demi-kilo. Son corps est massif, robuste. Sa queue est exempte de poils et revêtue d'écailles. Elle est plus courte que le reste du corps. Puis son poil est gris-brun. Ses deux petites oreilles sont à la moitié dissimulées sur sa tête. Puis les petits yeux et le museau un peu carrés. La durée de vie est en moyenne de 12 mois. Durant sa vie, une femelle peut avoir 3 à 5 portées de 12 petits. Au niveau de l'identification pour ces excréments permettent son identification en comparaison avec la souris. Les détections sont bien plus petites. Si ils sont cylindriques, bout pointu et mesurent une moyenne de 19 mm de longueur et 6 mm de largeur. Donc, on parlait tantôt que les excréments de souris ressemblaient à des petits grains de riz brun. Dans le cas des excréments de rat, c'est beaucoup plus gros.
on a l'image, encore une fois, on voit vraiment qu'il y a une différence entre les excréments de souris et les excréments de rat. Au niveau de l'identification, il se nourrit de déchets, mais il a une affection spéciale pour la viande, les grains, les produits de céréales. Il commence son activité au crépuscule et persiste jusqu'au milieu de la nuit. Puis il peut aussi être actif durant le jour, contrairement aux souris qui, généralement, le jour, vont rester là, à l'écart. Eux, on peut les voir le jour aussi. C'est un bon sauteur, grimpeur et nageur. Les sauts peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre. Quand on parlait de 2 demi-mètres pour la souris, dans le cas des rats, ils sont capables de sauter jusqu'à 1 mètre. Ça veut dire qu'ils sont capables de sauter sur votre bureau, là, où vous êtes assis présentement. Ça commence à faire des bons bons. Il construit son nid à l'extérieur, dans les trous et les terriers. Il vit en colonie dont l'organisation sociale est très hiérarchisée. Ça ne vit pas tout seul, c'est vraiment en gang. Les rats utilisent souvent les mêmes pistes entre ces abris, ces sources de nourriture et ces points d'eau. Ce qui fait que sur l'image, c'est ça, on va continuer avec le texte. Ça dit que ces pistes longent le bas des murs, souvent marqués d'une trace foncée laissée par les glandes de sa queue et ses urines. Quand vous voyez dans le bas des murs là, qu'il y a une trace noire, là, moi souvent je fais ça dans les restaurants, j'ai une phobie des rats dans les restaurants. Euh, Quand on voit une trace noire dans le bas d'un mur, là, c'est probablement parce qu'il y a des rats qui se promènent puis ils longent le mur. Le rat, c'est un petit animal qui est myope, entre autres. Donc, il y a de la difficulté à voir. Puis, il se colle sur le mur pour ne pas perdre son chemin. Ça fait partie des raisons pourquoi il est dur à attraper. On en parlera peut-être plus tard, là, je verrai. Là. Mais c'est pour ça que quand il se promène sur le bord du mur, il laisse des gras, des huiles sur le mur, puis ça fait des traces noirâtres comme ça. C'est une façon de l'identifier. Il faut juste faire attention quand je dis que dans les restaurants, des fois, je vais regarder le bas des murs, voir s'il semble avoir des rats. Il faut comprendre que dans les restaurants, les gens qui passent la mop ne font pas nécessairement attention. Puis des fois, c'est en passant la mop qu'ils vont laisser des traces noires sur le mur. C'est pas parce qu'il y a une trace noire que c'est nécessairement des traces de rats. Mais une fois qu'on en a vu des traces de rats, on a une bonne idée de quoi ça a l'air. On fait souvent la différence assez facilement. Ils circulent également dans les murs, longeant la tuyauterie pour se dissimuler facilement. Au niveau de la détection, les rats sont des animaux aussi doués que repoussants. Ils n'ont pas leur pareil pour s'insinuer dans les égouts et pénétrer dans vos canalisations. Ces rongeurs possèdent même un certain talent insoupçonné leur permettant d'atteindre vos toilettes. Euh, Quand le rat sait ou pense qu'il y a une sortie de l'autre côté, ben, le siphon de la toilette, ça ne l'empêchera pas. Quand il arrive à la toilette, là, Oui. Ça ne l'empêchera pas de partir Allô? pour une planche pour Oui. éventuellement sortir là, de l'autre côté, parce qu'ici, que de l'autre côté, il va être à l'intérieur et qu'il y a des bonnes chances d'avoir de la Ouais, ouais. nourriture. Donc, encore une fois, il y a un micro, je Ah, pense, tremblé, merci. Au niveau de la détection, il grimpe avec agilité sur les tuyaux, les fils et les murs raboteux. Il pénètre très facilement dans les résidences et les bâtiments endommagés par les égouts défectueux, les drains ouverts ou sans protection, les portes et les fenêtres non hermétiques et même dans toutes les ouvertures de l'architecture du bâtiment. On a eu un problème de rats dans un condo à Montréal. Les rats avaient mangé le clapet anti-refoulement. Puis on ne parle pas d'un immeuble neuf, c'était les anciens clapets avec une porte métallique. Ben, la porte métallique, les rats l'avaient mangé pour passer pareil. Fait qu'ils sont vraiment durs à stopper. Ils utilisent des tuyaux de drainage et des planchers, des égouts pour se déplacer dans les demeures. Ils arrivent à rester sous l'eau environ 2 minutes. Donc, c'est pour ça que quand ils savent que, quand ils reconnaissent la toilette ou ils sont certains qu'il y a de la nourriture de l'autre côté, eux partir pour une nage, ils peuvent rester sous l'eau 2 minutes. Donc, ils peuvent nager un bon bout pour éventuellement se retrouver à l'intérieur. Puis, quand on voit la toilette là, qui est toute piétinée comme ça, c'est un très bon indice. Les rats, malgré leur discrétion, laissent des indices évidents de leur présence, des bruits de grattement et de couinement dans les murs durant la nuit, des boîtes grugées dans votre garde-manger, des excréments, des traces d'urine sur le sol, des traces de pattes dans la poussière. Là, avec la petite pièce de monnaie, ça vous donne un petit peu une idée de la dimension là, des pattes. Les excréments, au niveau des dimensions, on en a parlé un peu plus tôt. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire côté prévention?
mettre les déchets dans les poubelles solides et fermées, retirer les sources de nourriture telles que les mangeoires à oiseaux. C'est pas de retirer les mangeoires à oiseaux nécessairement, mais un peu comme ça dit sur la clôture, là, c'est d'éviter de mettre trop de manger dans les mangeoires pour pas que la nourriture tombe sur le sol. Puis c'est la nourriture qui tombe sur le sol qui attire les rats. Ils viennent à tous les soirs chercher des restants sur le sol, puis à un moment donné, ils sont près de chez vous, là. Gardez votre cuisine propre, entreposez des aliments secs et la nourriture sèche pour les animaux de compagnie dans des contenants en métal ou en verre. Ça, c'est une chose que les gens, on pense à protéger notre nourriture, mais la nourriture de nos animaux de compagnie, c'est souvent là qu'ils vont aller s'installer en premier parce que c'est moins gardé, on surveille moins les poches de nourriture que notre placard, notre garde-manger à nous. Les rongeurs peuvent utiliser du papier, du carton pour faire leur nid. Et donc, à ne pas en stocker plus que de rigueur. Le cas échéant, mettez-le à l'abri. Tailler la végétation afin qu'elle ne touche pas au revêtement de la maison. Les inspecteurs le disent à chaque inspection ou presque. Souvent, les gens font pousser du liage sur la maison. C'est vrai que c'est beau, ça donne une chambre à la maison, ça baisse la température aussi parce que ça rafraîchit la brique, mais ils se servent de ça, les rats, par la suite, pour eux pénétrer dans la maison. Boucher les éventuels trous dans les cloisons intérieures du bâtiment. Là, on voit sur la photo à droite un monsieur qui est en train de mettre un moustiquaire métallique dans un chantopleur. Ça peut être, tu sais, le chantopleur, il ne faut pas les fermer, on en a besoin. Le chantopleur, c'est des ouvertures au bas de la brique. Mais si on a peur que les souris ou les rats puissent pénétrer par ces chantopleurs-là, en mettant un grillage métallique comme ça, l'air circule, s'il y a de l'eau derrière la maçonnerie, l'eau peut s'évacuer, mais on n'aura pas d'intrusion à ces endroits-là. Inspecter les murs extérieurs et combler les trous. Vérifier qu'il n'y a aucune ouverture qui permette d'accéder au comble de la partie intérieure. Toujours au niveau de la prévention, obstruer toutes les ouvertures de ventilation et d'aération avec du grillage, que ce soit les sorties, là, les bouches d'air. Puis le morceau en L qu'on voit, c'est pour mettre à la base des revêtements. Souvent, derrière un revêtement de vinyle, de bois, il peut y avoir une ouverture pour la ventilation. Ben, ça fait des belles ouvertures justement pour les animaux. Le petit grillage métallique qu'on a là permet la ventilation, le drainage, mais il n'y a pas de souris qui va passer là ou de rats. Réparer toutes les fuites d'eau afin d'éviter que les rats viennent boire. Les rats, on a dit que c'est des bons mangeurs, mais autant que la nourriture, ils cherchent l'eau. Ils cherchent à s'abreuver. Les souris n'ont pas besoin de tant d'eau, mais les rats ont vraiment besoin de beaucoup d'eau. Vérifiez que vos égouts ne possèdent pas d'ouverture. Puis, au niveau des dommages, les trous que ces animaux font dans les murs de vos demeures affaiblissent la construction. Plus ils seront nombreux, plus grands seront les risques d'effondrement. Les rats vous exposent à des risques d'incendie. Si vous ne procédez pas rapidement à son extermination, en effet, ce rongeur possède une denture assez tranchante pour couper des fils et même les conduits de gaz. Ça peut provoquer un déclenchement d'incendie et des dégâts irréparables. De plus, le rat est capable de ronger toute la plomberie d'une demeure. Vous commencez par noter des dommages au niveau de votre douche ou de votre cuisine, des fuites d'eau incessantes ou des trous provenant de nulle part apparaîtront sans cesse. Quand vos tuyaux se mettent à péter un peu partout, il y a de bonnes chances que ce soit les rats qui sont en train de manger les tuyaux. Au niveau des dommages, les rongeurs empoisonnent votre nourriture, rendent votre demeure malpropre et surtout constituent une grande source de virus et de maladies graves. Ils s'attaquent à tous vos biens sans faire aucune exception. Ils peuvent aussi contaminer certaines surfaces avec leurs urines, leurs excréments, ce qui augmente le risque de transmission de maladies. Donc, encore une fois, on a un bel exemple de vaisselle qui est laissée sur le comptoir. C'est une belle source de nourriture pour eux autres. Au niveau de l'élimination, tantôt, je disais que les petites souris, c'était facile à attraper, ce n'est pas le cas pour les rats. Ces animaux nuisibles doivent être éliminés le plus rapidement possible car ils se reproduisent à la vitesse de l'éclair. Il n'est pas facile d'éliminer les rats car ils appartiennent à une espèce des plus intelligentes du règne animal. Ils ont appris à s'adapter, à se méfier de tout ce qui paraît trop beau pour être vrai. C'est pourquoi il y a des rats goûteurs dans les colonies. Tu sais, si on dit on va mettre du poison, là, ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, là, comme c'est un animal qui est très craintif, s'il voit une nouvelle source de nourriture, ben, c'est les rats goûteurs qui vont y aller en premier.
Puis s'ils s'aperçoivent que les rats goûteurs décèdent ou deviennent malades, ben c'est imprégné dans leur cerveau qu'il ne faut pas manger ça. Donc, quand on veut contrôler des problèmes de rats à grande échelle, j'ai une formation sur les insectes nuisibles, moi aussi, puis on a parlé longuement des rats et souris, puis donner l'exemple là, dans les dépotoirs. Des fois, on a des problèmes de rats, c'est des milliers de rats dans les dépotoirs, puis ça cause des problèmes. Donc, la façon de contrôler ces rats-là, s'ils vont puis mettre un poison, de la nouvelle nourriture, ils s'apercevaient qu'ils n'arrivaient pas à contrôler les rats de cette façon-là. Fait que là, ce qu'on a fait, ce qu'ils ont trouvé comme méthode, c'est qu'ils vont apprivoiser les rats quand ils vont faire une extermination massive comme ça. C'est-à-dire que pendant un mois, on va les mettre de la nourriture au même endroit, de la bonne nourriture. Fait que là, les rats goûteurs, ils vont, c'est bon, tout le monde finit par se gaver comme des cochons. Puis, à un moment donné, on change la recette, on incorpore du poison, puis on tue des milliers de rats dans la même nuit. Fait que c'est un processus qui est long, mais très efficace, parce qu'une fois une fois qu'ils sont habitués d'aller manger ce qu'on jette, ce qu'on jette, ce qu'on jette, puis qu'on a avec une poche que c'est tout du poison, ils vont tout en prendre, puis on a des résultats là, incroyables. Il existe plusieurs types de pièges pour lutter contre les infestations de rats. Le piège à ressort, la tapette anti-rat, ça fonctionne, c'est comme une trappe à souris, c'est plus gros, ça fonctionne, mais encore une fois, c'est pas si performant. La raison est simple. Tantôt, je vous expliquais que le rat est un petit animal qui est myope, entre autres. Donc, on va le mettre sur son passage, on va mettre la trappe à souris le long du mur. Mais c'est aussi un animal qui est méfiant. C'est-à-dire que là, il va marcher pendant la nuit, il va longer son mur habituel, puis là, il y a un obstacle devant lui. Il ne faut pas du garocher sa bouffe comme la souris, donc. Lui, il va voir ça comme un obstacle. Quand on le regarde avec des caméras infrarouges, ça peut prendre des fois une demi-heure, 45 minutes, juste pour lâcher le mur, faire le tour de l'obstacle, puis continuer son chemin par la suite. Pour lui, lâcher le mur, là, il s'expose à très de risques, il s'expose à se perdre, entre autres. OK? Parce que du fait qu'il est aveugle comme ça. Pas aveugle, mais myope. Donc, c'est pas évident qu'il va aller se mettre la tête sur une trappe à rat. C'est pas quelque chose de. C'est pas facile. Là. Il va les éviter plus que d'aller sauter dessus. Il y a des pièges collants. C'est le même principe un peu. C'est sûr que s'il finit par passer dessus, il va coller, il va rester là, il ne pourra pas s'en sortir, mais ça reste que pour lui, c'est un nouvel obstacle sur sa trail. Il est pas, il va faire le tour avant d'aller dessus, ça c'est certain. La cage à rats, la solution non létale pour capturer les rongeurs. Les pièges à rats électroniques à neutralisation létale sont efficaces, c'est-à-dire c'est une petite boîte, un rat dedans, il y a un choc électrique là, qui le tue. Les pièges à guillotine, les pièges électroniques sont faciles à utiliser et très efficaces et sont bien placés et préparés correctement. Il est recommandé de faire appel à un service de gestion parasitaire afin de vous débarrasser de votre infestation de façon sécuritaire et efficace. C'est tellement difficile de contrôler les rats qu'il ne faut pas penser qu'il y en a juste un. Comme on a dit un peu plus tôt, ils vivent en colonie. Donc, si on est content de dire, j'ai mis un piège de rat, j'ai attrapé le rat qui venait chez nous, ben, c'est lui qui vous a attrapé. Il n'y a pas un rat qui vient chez vous. S'il y a des rats chez vous, il y en a plusieurs. OK? Donc, c'est pas vous qui l'avez attrapé, c'est vraiment lui qui vous a attrapé. Au niveau des effets sur la santé, voici la liste des 9 maladies transmises par des rats à l'homme. La excusez-moi, je vais dire ça comme il faut, la leptospirose ou la maladie du rat, la salmonellose, la fièvre par morsure de rat, la tularemie, la méningite, la cysticérose, excusez-moi, je ne suis pas docteur, hein? La chorioméningite, lymphocytaire, la peste bubonique, les syndromes pulmonaires antivirus. Donc, c'est quand même plusieurs maladies. Les enfants n'ont pas un système immunitaire aussi complet que celui des adultes. Ils sont donc plus vulnérables que leurs aînés à certaines maladies transmises par les rats. Si vous avez des nouveau-nés depuis quelques semaines et avez été victime d'invasion de rats auparavant, la décontamination totale de votre logement est une bonne idée pour vous assurer que les risques sanitaires sont définitivement derrière vous. Puis on s'entend, là. S'il y a une infestation de rats, là, on parle d'un nettoyage complet aussi, là. C'est pas juste s'assurer qu'il n'y a plus de rats, c'est s'assurer qu'il n'y a plus de contaminants là, par ces rats-là.
Au niveau des effets sur la santé, toujours parmi la multitude de maladies transmissibles par ces rongeurs, 2 d'entre elles sont particulièrement plus préoccupantes pour la santé des enfants. Le parasite H, l'ananas du rat, l'infection qui entraîne des douleurs abdominales, de l'agitation, de la démangeaison peut avoir un effet nocif sur les adultes. Elle est néanmoins plus susceptible de causer des graves problèmes médicaux chez les plus petits. La fièvre typhoïde et le problème de santé chez les enfants. Est-ce qu'on a des questions sur les rats et leurs habitudes? Donc, ce qu'on retient, c'est pas mal tout la même chose. Protéger nos aliments, garder la maison propre, nettoyer, essayer de faire la vaisselle. Garder la vaisselle pour le lendemain, c'est jamais l'idéal. Ça emmène un paquet pas de problème, mais d'infestations possibles. Okay? On favorise l'intrusion d'insectes, d'animaux nuisibles. On va continuer avec les chauves-souris. On reste tous dans la même famille pour l'instant. Les chauves-souris sont des créatures nocturnes, volantes, à peine plus grosses qu'une souris. Elles peuvent vivre jusqu'à 10 ans. L'envergure des ailes des 2 espèces les plus répandues au Canada, la petite chauve-souris brune et la grande chauve-souris brune, varient entre 20 et 30 cm, bien qu'il y en ait des plus grandes. Quand on dit qu'il y en a des plus grandes, j'ai fait une inspection à Morin Heights, puis on regardait le foyer. Puis dans le foyer, il y avait un squelette. Elle était probablement rentrée, puis elle n'a pas réussi à sortir du foyer, là. Puis il y avait un squelette. Puis je vous jure, là, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, là, une histoire de pêche avec les mains, là, il devait avoir au moins 45 cm, le squelette. C'était impressionnant. Sur le coup, je ne pensais même pas que ça pouvait être une chauve-souris. Je pensais que c'était un jouet d'enfant qui avait été laissé là, qui avait été jeté peut-être dans le foyer, pour réaliser que c'était un vrai squelette de chauve-souris. Le corps est recouvert de poils. La dentition se compose d'abord de dents de lait, suivie de la denture finale. Puis, au niveau de l'identification des chauves-souris du Québec, les chauves-souris font partie de l'ordre des chiroptères. Ce sont les seuls mammifères au monde à pouvoir voler. Au Québec, il y a 8 espèces divisées en 2 groupes. Les résidentes qui hibernent dans les grottes ou les mines en hiver et les migratrices qui passent l'hiver dans le sud. On a la chauve-souris rousse, la chauve-souris argentée, la chauve-souris cendrée, la chauve-souris pygmée de l'Est. Au niveau de l'identification, les femelles donnent naissance à 1 ou 2 et parfois même jusqu'à 4 chauves-souris rousses. L'embryon se développe à l'intérieur du corps de la femelle. Le corps du bébé chauve-souris est rose et recouvert d'un fin duvet. À la naissance, les yeux et les oreilles sont fermés. La femelle possède des mamelles pour allaiter les petits. On voit sur la photo, là, la maman là, est en train de voler et elle a un bébé d'attache à pied. Au niveau de l'identification, les chauves-souris sont les principaux prédateurs des insectes volants nocturnes, insectes nuisibles pour l'agriculture et la foresterie. Une seule petite chauve-souris brune est capable de manger l'équivalent de son poids en insectes, soit environ 600 insectes par heure, et ça dans l'espace d'une seule nuit. C'est assez impressionnant la quantité de bébites que ça peut manger. Donc, c'est pas seulement un animal nuisible quand il n'est pas dans la maison. Il y a des effets bénéfiques aussi, là. Toutefois, elles sont cependant des organismes nuisibles lorsqu'elles envahissent nos maisons. Leur présence, les parasites qu'elles transportent et l'odeur qui se dégage de leurs excréments et de leur urine risquent de causer des problèmes. Pour ce qui est de l'identification ou des déjections, les chauves-souris les déjections des chauves-souris sont fines et friables. Ils contiennent des résidus non digérés. Les chauves-souris sont fermes et ne s'effritent pas si facilement. On voit là à droite, là, c'est vraiment la chauve-souris. Le chauve-souris, c'est-à-dire ça n'a pas la même texture du tout. Là, ça se défait au toucher.
La punaise de la chauve-souris est un parasite. Elle appartient à la famille des punaises de lit. Elle s'alimente de chauves-souris de leur sang. Cependant, en absence de chauve-souris, sa punaise s'en prennent à d'autres animaux, même aux humains. Les chauves-souris cherchent de la nourriture entre mars et octobre. Lorsque les températures grimpent, votre domicile se transforme alors en véritable garde-manger avec toute la flopée d'insectes qui s'y baladent. Comment savoir si vous avez des chauves-souris dans la maison? Des excréments à l'extérieur ou dans votre grenier, des odeurs nauséabondes provenant du grenier, des bruits stridents, des traces de griffes sur les murs, des taches brunes ou noires autour des points d'entrée potentiels. Encore une fois, quand il y a un petit trou là, dans votre revêtement de bois, par exemple, à l'extérieur, puis elle rentre par ce trou-là pour entrer dans votre grenier, ben, quand elle va frotter son corps, elle va laisser des traces noires. Des chauves-souris mortes sur votre propriété, des chauves-souris qui volent autour de la maison. Quand vous êtes le soir, vous les voyez voler autour de la maison, ça peut être un indice qu'il y en a chez vous. Pour savoir par où les chauves-souris entrent dans un bâtiment, inspectez chaque façade avant la tombée de la nuit lorsqu'elles quittent l'horaire de repos à l'aube. Lorsqu'elles reviennent, la surveillance 1 heure devrait suffire pour trouver le point d'entrée et de sortie. C'est-à-dire, vous installez, là, s'il y a des chauves-souris dans le grenier chez vous, puis vous voulez voir par où ils entrent, par où ils sortent, prenez-vous une petite bière, là, prenez-vous une chaise à l'extérieur, là, allez vous installer à la brunante, puis vous allez les voir entrer ou sortir de votre maison, vous allez voir par où ils passent. Puis une fois que vous avez identifié par où ils passent, ben là, il y a moyen de faire des pièges pour pas qu'ils puissent entrer de nouveau. On va en parler un peu plus longtemps, un peu plus loin. Au niveau de la prévention, comment réduire vos risques d'infestation? Installer des émetteurs ultrasons dans votre cour. On en a Oui, parlé. bonjour, Escaline est là. Salut. Monsieur José, votre micro, s'il vous plaît. Utiliser des répulsifs naturels est un des moyens les plus efficaces. La naphtaline, la boulamite, on parlait plus tôt, Mme Alia. On en a une image aussi, des huiles essentielles d'eucalyptus et de menthe. Puis éclairer les endroits où la chauve-souris pourrait s'installer car elle n'aime pas la lumière. C'est sûr que c'est des beaux spots qui éclairent votre maison. Ça met votre maison en valeur, si on peut dire ça comme ça. Mais ça ne sera pas mis en valeur pour la chauve-souris. Ce n'est pas ce qu'elle cherche, là. Au niveau de la prévention, comment éviter qu'elle s'installe chez vous? Les chauves-souris se faufilent généralement dans votre maison à travers les trous et les fissures qui la composent. Ainsi, peu importe leur taille, il est important de boucher les points d'entrée potentiels qui se trouvent autour de votre maison après qu'elles soient toutes sorties. C'est-à-dire que on peut pas, on veut pas boucher les trous pendant que les chauves-souris sont dans la maison. On veut les laisser sortir dans un premier temps, puis les empêcher de revenir par la suite. Ça, c'est un exemple de nid à chauve-souris. Construire un nichoir à chauve-souris, il y a des plans qui sont disponibles sur Internet. On peut les acheter faites d'avance. On peut mettre un nichoir dans la cour un peu plus loin. Moi, je pense aux gens là, qui habitent sur le bord de l'eau ou qui ont un chalet sur le bord de l'eau. Ça peut être bien d'avoir des chauves-souris. On dit beaucoup moins d'insectes ensuite là, quand on sort à l'extérieur et on fait un ménage pendant la nuit. Mais s'il y a un nichoir où aller s'installer, souvent, ils vont choisir le nichoir plutôt que votre maison. Donc, on peut mettre un nichoir assez loin, tu sais, sur votre terrain, puis ça va les inviter à aller s'installer de ce côté-là. Comment les chasser de la maison? Le truc, ben, c'est ça. On a identifié tantôt par où ils passaient. Une fois qu'on sait par où ils passent, le truc, ben, il y en a deux en réalité, là. C'est qu'on va fixer un moustiquaire ou un filet anti-oiseau ou un bas de nylon, mais ça, le bas de nylon devant les ouvertures, on le fixe sur le mur comme on a sur le schéma. On a juste le bas qui est ouvert. Donc, de cette façon-là, je ne sais pas si j'ai les instructions un peu plus loin, c'est ça, poser le matériel sur les orifices en attachant la partie supérieure et les côtés à l'aide d'agrafes ou de petits clous. Laisser la partie inférieure descendre devant l'ouverture sans la fixer. Ceci va permettre aux dernières chauves-souris présentes dans le bâtiment de sortir, mais ne pourront pas y retourner. Quand ils sont à l'intérieur, puis ils peuvent se tenir, s'agripper sur le revêtement, ils vont pousser le moustiquaire, tout ça, ils vont descendre éventuellement pour s'envoler. Mais quand ils sont en vol, ils n'auront pas la dextérité de soulever le moustiquaire pour rentrer à l'intérieur de nouveau. Donc, c'est la façon de s'assurer qu'ils sortent et qu'ils ne reviennent pas par la suite. Par la suite, vers la fin octobre, vous pouvez bloquer définitivement ces dernières ouvertures.
Les chauves-souris sont protégées. Les tuer est illégal. Aucun pesticide n'est homologué au Canada pour lutter contre les chauves-souris. C'est pour ça que de les évacuer, s'assurer qu'ils ne viennent pas dans la maison, c'est la meilleure chose à faire. Au niveau des risques pour la santé, l'histoplasmose est une maladie fongique que les humains peuvent contracter en inhalant les poussières qui émanent des excréments en décomposition des chauves-souris. Autrement dit, là, si vous allez dans un endroit où il y a des excréments de chauves-souris, vous décidez de faire le ménage, c'est important de porter un bon masque respiratoire pour éviter justement cette maladie-là. Celle-ci est causée par un champignon appelé Histoplasma capsulatum. L'infection s'attaque généralement aux poumons et les symptômes peuvent varier considérablement. L'histoplasmose peut aussi produire une maladie grave qui ressemble à la tuberculose. C'est l'une des principales infections fongiques humaines dans le monde. Au niveau des risques pour la santé, il y a la rage. La rage est une maladie virale potentiellement mortelle pour les humains et les autres mammifères. Elle se transmet par une morsure ou un coup de griffe, ainsi que par le contact de la salive ou des tissus corporels. Il est très risqué d'être exposé à une chauve-souris, car ses dents sont si fines que sa morsure pourrait passer inaperçue. Les personnes exposées à une chauve-souris sont susceptibles de contracter la rage, même s'ils ne semblent pas avoir été mordus. Je pense que ça dit tout, là. Il ne faut pas toucher aux chauves-souris. Puis si on a une blessure de chauve-souris, il faut laver immédiatement la peau durant les 15 minutes là, avec de l'eau puis du savon. Puis contacter là, Info Santé là, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller pour avoir un traitement complémentaire là, au fait d'avoir lavé. Si votre animal de compagnie est en contact avec les chauves-souris, vous devez quand même contacter votre vétérinaire parce que lui aussi peut avoir été atteint de la rage. On a vu le film à l'époque, le Cujo qui avait été fait par Steven Spielberg. C'est une chauve-souris qui mord un gros Saint-Bernard qui devient fou à cause de la rage. Ben, il y a quand même l'idée là-dedans qui est à retenir, c'est qu'une chauve-souris peut donner la rage à un animal de compagnie. Donc, si vous pensez que votre chien est en contact, votre chat est en contact avec des chauves-souris, parlez-en avec votre vétérinaire. Est-ce qu'il y a des questions sur les chauves-souris? Non? Fait qu'on se rappelle de quoi, hein? Ils mangent toute la nuit 600 insectes par heure, donc ils mangent beaucoup d'insectes. C'est pas nécessairement quelque chose qui est désagréable, mais on veut pas les avoir dans la maison, puis on veut surtout pas être en contact avec leurs excréments. Puis, si on se fait toucher ou par une chauve-souris, parlez-en avec votre docteur, pareil, parce que ça se peut que vous ayez griffé ou mordu, que vous n'en êtes pas nécessairement aperçu, parce que c'est des dents qui sont très, très fines. Le prochain, on parlait de notre ami le raton laveur. Raton laveur, au niveau de l'identification, mais ça, je pense que tout le monde a déjà vu un raton laveur. Le raton laveur est facile d'identifier, possède une allure trapue, un masque blanc bordé de noir autour des yeux, une queue pourvue de 4 à 6 anneaux noirs. Le museau est pointu, les yeux sont d'un noir brillant. Le raton laveur mesure environ 60 à 95 cm de longueur. Son poids moyen se situe entre 5 et 12 kg. Les mâles sont plus lourds que les femelles. Puis juste avant l'hiver, le raton laveur va jusqu'à doubler son poids normal. Étant donné qu'il n'hiberne pas, ses réserves de graisse accumulées lui permettent de survivre l'hiver. Au niveau de l'identification, toujours, le raton laveur est un mammifère classé dans les rongeurs plutôt nocturnes. Opportuniste, il mange de tout, c'est un omnivore. Dans certaines régions, il est plus herbivore que carnivore. Le raton laveur fréquente volontiers les poubelles et n'hésiteront pas à se nourrir de la carcasse d'animal mort trouvé en bordure de route. Puis attention, le raton laveur se défend lorsqu'il se sent menacé. Ses réactions sont imprévisibles. Il va avoir un beau petit masque, avoir l'impression que c'est un animal gentil, là. Ça reste un animal sauvage quand même. Au niveau de la détection, les signes de présence de raton laveur, on va avoir des trous dans le grenier ou dans le garage. On va avoir des griffures sur les murs et des matériaux arrachés. On va avoir des défections qui jonchent le sol. Des traces d'urine pour marquer le territoire qui dégagent une odeur forte et nauséabonde. Des poubelles renversées et fouillées. Puis souvent, on va les entendre aussi, on ne se compte pas de mentir. Question de reconnaître les salles de raton laveur, on a une belle image. Si vous manipulez un petit peu, j'en pas sûr.
Les selles, les excréments de raton laveur sont généralement marron foncé, cylindriques et sentent fortes. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que si on a des selles qu'on décide de les éliminer, là, c'est le gros bon sens de porter des gants, non? Mais il faut savoir qu'il y a des maladies qui sont transmissibles à l'homme aussi, là, au niveau des excréments des ratons laveurs. Il y a vraiment des précautions à prendre. Là, j'ai un blanc sur la maladie, le Parkinson. C'est ça, la maladie qui fait trembler, là. On peut attraper le Parkinson à partir des excréments de ratons laveurs. Au niveau de la prévention, fermer les poubelles hermétiquement dans des contenants solides. Avec leurs petites mains, ils sont vraiment agiles, ils sont capables d'ouvrir les choses quand que ça soit vraiment bien verrouillé. Puis juste une anecdote comme ça. Chez moi, j'ai une piscine creusée. Puis l'année passée, il y a 2 ans, je ne me rappelle pas exactement. Je vais dans la piscine, j'avais des carcasses de homards. On avait mangé du homard. On a jeté les carcasses dans les poubelles. Le raton laveur est allé dans ma poubelle, il a jeté le vide à l'envers, il a réussi à l'ouvrir, puis il s'est fait un festin de mort sur le bord de la piscine, puis il avait laissé les carcasses sur mes marches de piscine creusées. C'était un grand luxe pour lui. Calfeutrer, boucher les ouvertures, les infiltrations, les aérations. Couper les branches trop proches de la maison car elles servent d'échelle pour grimper dans l'entretoit. Inspecter régulièrement le grenier, la toiture, les gouttières. Nettoyer la piscine, la fontaine, la mer ou étang car le raton laveur adore l'eau. Puis ramasser les fruits tombés des arbres et des plantes. Si vous avez des petits arbres fruitiers, là, tu laisses les fruits sur le terrain, mais ça peut attirer les ratons laveurs. Pourquoi on ne les veut pas chez nous? À cause des dommages. Les ratons laveurs peuvent construire des tanières dans votre grenier ou votre cheminée. Elles peuvent détruire votre isolation, l'écraser, provoquer des pertes énergétiques. Elles brisent les ventilateurs de grenier, les évents de toit, les évents de pignon, les autres systèmes de ventilation. Elles causent des dommages structuraux ou ils peuvent agrandir les trous actuels en essayant d'accéder à l'intérieur. Puis ils creusent des trous dans la pelouse lorsqu'il y a la recherche de verre blanc. Vous voyez le trou sur le toit, c'est sûr qu'on pense à l'élément de plomberie là, avec le toit à côté. Si y a un trou comme ça dans votre toiture, il peut y avoir des dommages éventuellement dans la maison avec la pluie, ces choses-là. Là. Un petit fun fact au niveau des ratons laveurs. Moi, quand j'ai acheté la maison ici, c'était une maison qui était en construction, puis il y avait eu des ratons laveurs qui étaient venus dans le grenier. Il a fallu que je remplace une bonne partie de l'isolant. Mais ce qui était comique, c'est que quand je suis monté dans le grenier, c'est comme s'il avait choisi de se faire une litière à un endroit précis. J'avais une section, on va dire, de 1 mètre par 1 mètre qui était pleine d'excréments. Il devait en avoir 15 cm d'épais. Mais partout ailleurs, l'isolation n'avait pas été affectée. Il y avait des nids, on voyait que c'était couché, il avait écrasé la laine, il avait endommagé la laine, on voyait qu'il avait circulé dans le grenier, mais les excréments, il n'y en avait pas partout dans le grenier. Il y en avait à un endroit. D'une façon, je dis que ces animaux-là sont propres, ils ont choisi un territoire pour faire leur litière, puis ils allaient toujours à la même place, là, comme certains animaux vont faire. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Donc, pour l'élimination, comment éliminer le raton laveur? Le recours à des professionnels pour vous débarrasser des ratons laveurs vous assurera que le travail sera effectué dans les règles de l'art. Les professionnels de l'extermination captureront les animaux à l'aide de cages et d'après, ils ne les blesseront pas, puis procéderont à une décontamination complète du grenier. Si c'est dans le grenier qu'ils ont attrapé, par exemple, là, on en trouve à toutes sortes de places. On en voit souvent en inspection. Là. Avec leur petite main, ils montent le long du revêtement, ils ouvrent les soffites. Vous voyez ça, ils ouvrent les soffites pour entrer dans le grenier. J'ai une de mes clientes qui a dit, dans le milieu de la nuit, elle s'est levée, elle dit, moi, je m'en vais chez ma soeur, puis quand tu auras réglé le problème des ratons laveurs, tu me rappelleras. Là. Elle dit ça à son mari, là. Elle ne pouvait plus rester là, elle les entendait, puis c'était bruyant, ça lui faisait peur. Fait que, l'exterminateur est venu, puis il les a capturés, mais quand même, ça peut être dérangeant. Dire adieu aux excréments de ratons laveurs pour de bon. 3 conseils de pro pour vous débarrasser des ratons laveurs. Puisque c'est une question d'habitude, brisez-la. Placez un objet assez imposant dans l'endroit utilisé d'ordinaire par les ratons. La frustration les mènera alors à aller voir ailleurs. Les ratons laveurs n'aiment pas marcher sur du plastique. Une autre manière de les frustrer, de poser des sacs de plastique sous la zone des latrines pendant quelques semaines. Retirer le plastique une fois que les ratons laveurs sont passés à autre chose.
Puis si c'est possible pour vous, arroser la zone de défection, la rendre humide et boueuse perturbera leur tranquillité d'esprit. Au niveau des effets sur la santé, les ratons laveurs sont un vecteur de maladie. Les ratons laveurs peuvent transmettre la rage. Après une morsure, le virus de la rage se propage par les cellules nerveuses. Une fois arrivé dans le cerveau, le virus se multiplie rapidement. Cette activité provoque de l'inflammation sévère du cerveau et de la moelle épinière, après laquelle l'état général de la personne se détériore rapidement. Si c'est le cas, si le cas n'est pas pris en charge rapidement, les conséquences peuvent être désastreuses, voire la mort dans certains cas. Les effets sur la santé, les animaux porteurs de vers, le Belisascaris, excusez-moi, vous pouvez le lire, là, je n'allais pas lire ça, c'est trop de syllabes, il y a trop d'hypides pour moi pour le prononcer comme il faut. Donc, en plus de pouvoir transmettre la rage, le raton laveur sont le principal hôte de ce ver-là, une espèce de ver nuisible pour les humains. Les œufs sont transmis dans leurs excréments et les personnes sont ensuite infectées par l'ingestion ou l'inhalation involontaire des œufs. Les symptômes les plus fréquents sont la nausée, la fatigue, voire un affaiblissement des muscles. Puis attention, quand vous nettoyez les excréments de raton laveur, vous devez porter des gants jetables et un masque. Sur le schéma, le dessin d'un petit enfant qui est en train de jouer dans la terre, là, ben, si pendant qu'il joue dans la terre, il y avait une crotte de raton laveur au travers de ça, puis il inhale les vapeurs, pas les vapeurs parce que c'est pas de la vapeur, mais il inhale les poussières, ça peut être assez pour le rendre malade éventuellement. Au niveau des effets sur la santé, quand la leptospirose, il s'agit d'une maladie bactérienne qui peut être présente dans le sol et l'eau contaminée. Les ratons laveurs infectés dispersent cette dangereuse bactérie en urinant. Puis là, ben, c'est par exemple un animal de compagnie qui se met à boire de l'eau, puis le raton laveur avait fait des pipis dedans, mais l'animal de compagnie peut l'attraper aussi. Cette infection courante chez les animaux est également rare chez les humains, mais elle peut causer une insuffisance hépatique, des dommages aux reins et plus encore, dans certains cas, elle peut entraîner la mort. En plus de représenter un danger pour les humains, le raton laveur sont encore plus dangereux pour vos animaux domestiques. Au Québec, de nombreux habitants sont propriétaires de chiens ou de chats. En ce sens, le raton laveur sont aussi dangereux pour vos chats que pour vous. La maladie, rage, ver, lésion à la suite d'une morsure, ingestion de crotte, vos animaux courent des dangers en évoluant proche de ces animaux nuisibles. Afin de protéger vos animaux des ratons laveurs, faites de sorte que les animaux issus de l'extérieur ne puissent pas entrer chez vous et vice-versa. Sinon, ajustez pour éloigner les ratons laveurs de votre maison. Je faisais une inspection, juste une petite anecdote comme ça. Je faisais une inspection à Sainte-Dorothée, une maison qui était sur le bord de l'eau. Puis là, je monte sur le toit, puis écoute, il y avait une quantité incroyable là, d'excréments sur le toit. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de... Il n'y avait pas un trou dans le toit qui permettait au raton laveur de rentrer dans la maison ni rien, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'excréments sur le toit. Puis là, je ne comprenais pas vraiment. Puis, c'est une maison qui est sur le bord de la rivière, qui avait une headset de chaque côté du terrain. Puis à peu près à 2 mètres de la headset, le bas, le 2 mètres inférieur était gris, puis le reste de la headset était vert. Fait que je descends du toit, puis je commence à expliquer à mon client qu'il y a une quantité incroyable d'excréments sur le toit. Je dis, on choisit votre maison. Il y avait le goût de s'en servir comme une grosse toilette. Puis là, le propriétaire m'explique, il dit non, Stéphane, il dit, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des inondations. Avec les inondations, les ratons laveurs, ça leur prenait une place pour ne pas nager. Donc, la seule place où ils ne pouvaient pas nager, c'était sur les toits. Puis, tu regardes mes headsets, là, la partie qui est grise, c'est la partie qui était dans l'eau. Donc, il y avait un 2 mètres. Sur son terrain, à lui, il y avait 2 mètres d'eau par rapport à la rivière quand elle a monté. Donc, les ratons laveurs se sont servis des arbres, ça, sont montés en hauteur pour se protéger. Puis, sont restés sur le toit quand même assez longtemps. C'est pour ça qu'il y avait une quantité d'excréments incroyable sur son toit. C'était toute logique une fois que l'explication était là, mais sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'excréments sur son toit. Est-ce que vous avez des questions sur les ratons laveurs ou sur tout autre animal nuisible? Parce qu'en réalité, ça fait le tour, ça fait le tour de la présentation. Ça a bien été ce matin, ça a pris 1h37 au lieu de prendre 2 heures. Là. Donc, je suis disponible. Moi, j'avais réservé jusqu'à midi avec vous.
Donc, si vous avez des questions, soit sur les insectes, soit sur les animaux, ou si vous avez des questions sur l'inspection en général, je suis inspecteur en bâtiment, une bonne expérience quand même, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Plutôt tranquille. Ben, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine avec l'été qui commence bientôt. Je vous souhaite d'avoir une belle saison estivale. Euh, Puis on se reverra peut-être pour une prochaine présentation là, dans un avenir. Merci beaucoup de m'avoir Oui, réservé ce matin. Merci beaucoup. très intéressant, merci. Oui, Stéphane. Merci. Bonjour, Merci. Stéphane. Bonjour. Oui, c'est Eric Garcia. J'aurais une petite question hors sujet, si tu veux. Par Oui. rapport au drain, s'il y a un drain de fondation, il est expiré, mais il n'y a pas il est expiré, il date de plus de 30, 35, 40 ans, mais il n'y a aucun problème de moisissure, d'humidité dans le sous-sol. Il n'y a pas de problème, je veux dire, on continue ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut-tu remplacer les drains? Pas nécessairement. Il y a plusieurs maisons au Québec qui ont été construites. Il n'y a jamais eu de drain français, de drain de fondation. OK. Euh, les maisons sans drain français n'ont pas nécessairement eu des problèmes d'humidité. C'est vraiment du cas par cas. Vous savez, il y a des maisons, si on pense à Lachenay, là, où on avait fait les maisons neuves, puis on était un petit peu trop bas par rapport à la nappe phréatique. Les drains français ne fournissaient pas. Il a fallu pieuter les maisons, les soulever du sol, puis les sortir. Il y a des problèmes d'eau continuellement. Puis il y a d'autres maisons qu'on dit qu'ils n'ont jamais eu de drain français, puis n'ont jamais eu de problème. Euh, c'est une question d'emplacement. Si avec le drain français qui est expiré, la maison n'a aucun signe d'humidité, il n'y a pas de raison de refaire un drain français. S'il n'y a pas d'infiltration d'eau ou pas d'humidité excessive, on n'a pas à aller là. C'est sûr que, comme dans toutes les maisons, on peut aider ce drain-là, on peut aider le drainage périmétrique en faisant des bonnes pentes positives à l'extérieur, en installant des extensions de gouttière. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça quelque part, sur un inspecteur qui a dit ça là, pendant une inspection à laquelle vous avez assisté. Donc ça peut être une façon d'aider justement à ce que le drain français ait moins d'eau, qu'il soit moins sollicité. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs maisons qui n'ont aucun drain français, qui n'ont jamais eu de problème d'humidité dans leur sol pour autant. C'est vraiment de voir dans le sol de quoi ça a l'air. S'il y a des problèmes d'humidité, ça devient la solution. S'il n'y a pas de problème d'humidité, on ne dépend pas ce qui est pulvérisé. Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Très belle réponse. Merci. Merci, c'est bien gentil. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane. Belle formation. À la prochaine. Bien gentil, vraiment apprécié. C'est Hein? Stéphane, Oui. si une maison, on a enlevé la céramique puis que ça sent l'humidité, est-ce que c'est normal ou il faut faire un test de moisissure? L'humidité, quand ça sent l'humidité, il y a de la moisissure. Dans un sous-sol fermé qui n'est pas ni chauffé ni rien, juste quand on enlève une céramique. C'est ça. Parce qu'en théorie, de l'humidité, ça n'a pas d'odeur. Quand il y a de l'odeur d'humidité, c'est qu'en réalité, il y a de la moisissure, puis c'est l'odeur de la moisissure qu'on sent. L'humidité est le facteur qui favorise le développement de la moisissure, mais ce que vous sentez, c'est l'odeur de la moisissure. S'il y a une odeur de terre ou de renfermé, là, c'est vraiment l'odeur de la moisissure que vous sentez à ce moment-là. Ça peut Est-ce que être vous bon. avez une compagnie de test d'air que vous recommanderez? Ben, nous, on fait des tests d'air, on fait différentes façons, il y a différentes façons de détecter les moisissures. On peut faire un test de la qualité de l'air, ça veut dire qu'est-ce qu'on a dans l'air exactement. Si on veut savoir, je vous donne un exemple, des fois les gens ne savent pas que ça existe comme service. Je vous donne un exemple, il y a un client qui vous déclare qu'il y a eu infiltration d'eau et que ça a été réparé. OK? Mais là, le client acheteur, lui, savant, oui, ça a été réparé, mais ça a été bien fait? Il reste-tu de la moisissure dans le mur? Là, c'est tout beau, c'est tout peinturé. Sans faire d'ouverture, sans faire de trou d'exploration, il y a une méthode qu'on utilise qu'on appelle des frottis. Avec un frottis, c'est comme un Q-tip, si vous voulez, qui est dans une couverte avec un certain liquide dessus. On va aller frotter sur le mur, ça ne décolore pas, là. On va aller frotter sur le mur qui est en excellente condition visuelle. Puis si derrière ce mur-là, il reste de la moisissure, une fois analysé en laboratoire, on va le savoir sans avoir fait Ça va aucun. réagir? Fait que ça peut se faire aussi.
Mais comme je dis, là, s'il y a des odeurs, il y a des bonnes chances. On peut commencer par un bon nettoyage de toutes les surfaces, mais si l'odeur elle persiste, à ce moment-là, on peut faire un test de la qualité de l'air pour au moins identifier c'est quoi les champignons, est-ce que c'est nocif pour la santé, mais ça revient toujours à... Vous, comment on peut réserver pour le test? C'est avec la compagnie ou avec vous directement? Quand vous appelez chez Amerispec, Mhm. vous pouvez faire un test de la qualité de l'air, puis le premier gars qui est disponible là, va y aller. On peut faire ça souvent la même journée ou dans les jours qui suivent. Là. Ça peut être assez rapide pour un test de Et qualité ça de peut l'air. être assez décisif. Pardon? C'est décisif comme quand ils donnent il y a toujours comme, ils vont détecter, peu importe, la source de l'odeur, n'est-ce pas? On ne va pas nécessairement. Non, là, il faut faire attention. On ne va pas détecter la source. Ça serait une expertise qui détecterait la source. Nous, ce qu'on va faire, c'est que l'odeur que vous sentez, l'odeur qui va avoir été captée par notre appareil, on va l'envoyer au laboratoire, il va être analysé, puis ça va dire s'il y a de la moisissure dans ces odeurs-là. OK? Ça va confirmer qu'il y a de la moisissure. Une fois qu'on a confirmé qu'il y a de la moisissure, ça ne dit pas encore d'où ça vient. Ça fait juste confirmer, oui, il y a vraiment quelque chose à investiguer. Il y a des nettoyages supplémentaires à faire parce qu'effectivement, de la moisissure, il y a encore des moisissures, des spores de moisissure dans l'air qu'on respire. Mais ça n'identifie pas le problème. Souvent, du fait qu'on est des inspecteurs, quand on fait le test d'air, ben, on laisse pomper la machine là, pendant 10 minutes dans une pièce, par exemple. Mais quand l'inspecteur est là pendant 10 minutes à faire le piquet, on ne peut pas empêcher les yeux d'un inspecteur de travailler. Puis surtout, on sait qu'on est à la recherche de moisissure, donc on peut peut-être identifier déjà la source ou le problème. Là. Écoutez, le problème de la moisissure, il y en a ici, on la voit. Là, des fois, les gens ne réalisent pas. Puis l'inspecteur, oui, ça, c'est de la moisissure. Là. Fait, si on voit la moisissure, on n'a pas besoin d'un test de la qualité de l'air. Si on voit la moisissure, on va nettoyer la moisissure, on va remplacer le matériau affecté s'il le faut, on va traiter la moisissure puis la source surtout. Mais c'est quand on ne voit rien au niveau visuel, c'est là qu'on fait un test de la qualité de l'air. Il y a une odeur, ça me dérange, je suis inquiet, je veux savoir s'il y a de la moisissure. Le test de la qualité de l'air va vous Définir. rassurer Puis ça qu'il peut n'y a pas être la pompe qui sent mauvais dans un cas comme ça. c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il peut y avoir des odeurs des fois qui vont se dégager de la sonde pompe. Puis des fois, la sonde pompe est la source d'humidité qui fait qu'il y a de la moisissure ailleurs. Parce que dans le bassin, il y a de l'eau en permanence. Stagnante, oui. Et hier, je faisais une inspection à Montréal, puis à Verdun, c'est-à-dire, puis il y avait le puiseur était sous la cage d'escalier. Ben, le plywood était plein de moisissures, là. Puis c'était pas, on avait pas besoin de chercher pour de l'infiltration d'eau. L'eau, c'était le bassin. Le bassin, il y a 5 gallons d'eau qui est là en permanence. C'est sûr que dans un endroit fermé, il va se développer de la moisissure, là. Fait que, Puis jeter de l'eau de Javel, est-ce que c'est une des solutions pour la pompe? non. Pour la pompe, mettre dans l'eau, ça peut aider s'il y a des odeurs dans l'eau du puisard. On peut mettre un peu d'eau de javel dans le bassin ou dans le puisard du garage. C'est quelque chose qui peut se faire. Mais pour nettoyer les moisissures, l'eau de javel, Non, c'est pas nettoyer, c'est autre chose, d'accord. c'est ce qu'on avait comme solution à l'époque. C'est ce qu'on recommandait aux gens. Mais là, la médecine nous amène ailleurs. On dit que le noyau de la moisissure est protégé par 3 couches de gras. Donc, si on prend un dégraisseur, on va s'attaquer au noyau directement de la moisissure. Donc, quand on parle de dégraisseur, on parle tout simplement d'un savon à vaisselle. Le savon à vaisselle, c'est un dégraisseur. Donc, si on lave les surfaces avec de l'eau chaude, savonneuse, s'il y a de la moisissure, on va la nettoyer comme il faut, on va s'en débarrasser comme il faut, là. Puis là, il faut s'entendre. On peut nettoyer de façon personnelle, comme ça, une tache de moisissure, mais il faut que ça soit moins que 10 pieds carrés. Là, il faut comprendre que si on a une tache de moisissure qui a plus que 10 pieds carrés, il faut faire affaire avec un professionnel. Ça vient du protocole de New York, qui est le protocole sur comment on nettoie les moisissures. Mhm. Vous pouvez prendre ça en note, protocole de New York, vous pouvez aller voir sur Internet, puis ils vont tous vous donner les méthodes pour nettoyer les moisissures, dont le remplacement des matériaux dans certains cas. Mais ça revient toujours à la base qu'il faut identifier la source, corriger la source, puis une fois que la source est corrigée, il laisse à nettoyer. Mais comme je dis, là, si c'est une structure au complet de grenier, une structure au complet de sous-sol, j'ai un de mes clients là, que tout le sous-plancher, toutes ses solives sont noircies, colorées de moisissure. On ne parle plus de nettoyage. Là. Ça prend une firme spécialisée qui va venir faire ça. Là. Parfait, merci. On a une présentation, je ne sais pas si j'ai déjà fait, mais on a une présentation comme j'ai fait ce matin sur les contaminants dans les maisons, puis ça inclut les moisissures, il y a des belles slides, des belles
une belle présentation sur la moisissure, puis l'élimination des moisissures, les procédés, ces choses-là. Si vous avez un intérêt, parlez-en à Cindy, je pense, je ne me trompe pas de nom, je sais pas. Parce que celle-là, elle est enregistrée, on peut la revoir? Ou les diapos, on y a accès? Oui, la présentation est enregistrée. Vous allez pouvoir le voir sur notre intranet. Parfait, merci. Donc, l'autre, on pourrait probablement la revoir, celle des Oui, moisissures. exactement. OK, merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser. Ça a été un grand plaisir d'avoir autant de personnes ce matin. Encore une fois, je vous remercie. Faire une présentation quand on est tout seul, on a l'impression de parler dans le vide. Quand il y a du monde de l'autre côté, ben, ça rend ça plus agréable. Je vous remercie beaucoup. Puis, juste un petit rappel, on fait de l'inspection en bâtiment. Donc, ça besoin d'un inspecteur en bâtiment ou tout autre service qu'on parlait tantôt de tests de la qualité de l'air. On fait les conformités de foyer, on fait un paquet de choses. On est là pour vous servir. Français en anglais, tous nos rapports livrés dans 24 heures. Un gros merci de votre présence. Stéphane, dernière petite question. Pour les foyers, la nouvelle loi, c'est quand est-ce que ça change à Laval ou partout au Québec? C'est-tu 2025, 26 ou 27? La conformité des foyers au bois? Pour Laval, la seule chose qui est demandée pour l'instant, c'est d'avoir on appelle ça une déclaration volontaire. C'est-à-dire que si vous modifiez un foyer, vous devez remplir un formulaire avec la ville qui dit que vous l'avez modifié. Si vous décidez de retirer un foyer, vous devez remplir un formulaire avec la ville qui dit que vous l'avez retiré. Si vous en installez un nouveau, vous avez un formulaire qui dit que vous en installez un nouveau. Si vous en installez un nouveau, il doit répondre aux nouvelles normes de 2,5 grammes de particules par heure, c'est quelque chose comme ça. Le chiffre magique, c'est 2,5 grammes. Là. Les nouveaux foyers le font à peu près tous. Tout ce qui se vend maintenant, les vendeurs, les revendeurs de foyers sont au courant des contraintes qu'on a de ce côté-là. Donc, vont vendre un poêle à bois qui est efficace et moins polluant. J'ai pas d'informations de plus qui dit que ça va être retiré complètement à Laval. On sait qu'à Montréal, ça a été retiré. On a le droit de s'en servir seulement en cas de panne électrique qui dure plus que 6 heures où il y a une petite formule mathématique là, pour empêcher la maison de geler. Mais encore une fois, à Montréal, si vous avez un poêle qui est efficace, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Là. C'est des foyers qui sont des pollueurs qu'on va contrôler, qu'on va Les anciens foyers au bois. c'est ça. Mais si vous êtes acheté un beau poêle à bois à 6 000 vous êtes à Montréal, il n'y en a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser tout l'hiver si vous voulez. Ah, Mais OK. si c'est un ancien modèle qui est polluant, lui, vous n'avez pas le droit de l'utiliser à moins d'avoir une panne électrique qui a duré plus qu'un certain nombre d'heures. Donc, à Laval, il n'y a pas une année spécifique comme j'avais entendu, là, comme ça peut continuer encore, là. Écoutez, moi, j'ai rien reçu. J'ai eu une formation il n'y a pas si longtemps de la ICS, l'Association des inspecteurs de chauffage à combustion solide. Euh, on a parlé d'un paquet de choses, mais on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé que Laval venait avec une date. Tout ce qu'on a pour Laval, c'est le formulaire de déclaration là, volontaire là, pour les modifications apportées aux appareils. Ah, OK. Bon, mais merci beaucoup de la précision. Ça fait plaisir, M. Garcia. Merci. Là, je vous quitte pour de vrai. Merci.